Bonsoir à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro des Incorrectibles. Alors une fois n'est pas coutume, j'ai le privilège de recevoir un invité que j'ai déjà reçu ici, à la star d'André Berkoff. On est ravis de le recevoir à nouveau. C'est quelqu'un de bien connu de nos spectateurs puisqu'il est avocat. Mais avant cela, je tenais vraiment à vous remercier, vous qui êtes toujours plus nombreux sur notre chaîne Les Incorrectibles sur YouTube, mais aussi sur notre chaîne Les Incorrectibles Plus sur Utréon. Et c'est grâce à vous, en effet, nos abonnés Utréon, nos contributeurs, que nous pouvons vous proposer chaque semaine ces nouvelles émissions. Cet invité, vous l'aurez peut-être reconnu, il s'agit de Juan Branco. Bonsoir maître. Bonsoir. Ravi de vous recevoir à nouveau. Alors je vous propose de revenir d'abord sur votre actualité d'avocat, ce qui va nous permettre d'aborder un certain nombre d'affaires et de sujets de société. Mais avant cela, la première affaire que j'aimerais aborder avec vous, elle nous concerne un petit peu tous les deux, puisqu'elle concerne une plainte pour diffamation de Martin Hirsch en raison de propos que vous aviez tenus dans cette émission. Alors j'aimerais publiquement qu'on aborde cette affaire et que vous nous expliquiez un peu où on en est d'abord de cette affaire. Martin Hirsch, au passage, bénéficie de ce qu'on appelle la protection fonctionnelle. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que c'est, en quoi cela consiste, Juan Branco? Alors, je comprends qu'on commence par les éminences de notre civilisation. Martin Hirsch était le directeur de la PHP, parce que je pense sincèrement que les gens l'ont oublié et à raison. C'est celui qui a détruit le RMI et l'a remplacé par le RSA, en mettant en une situation de grande souffrance des millions de Français, en rendant plus compliqué l'accès aux droits à un moment de crise économique majeure. Quelqu'un qui a fait toute sa carrière au crochet de l'État et qui s'est construit avec l'aide d'un certain nombre de réseaux dans l'espace médiatique, une image sinon de saint, du moins de personnes désintéressées, alors qu'il a accumulé littéralement des millions d'euros de salaire au cours de sa carrière. Grâce à l'État, j'ai fait le calcul justement du fait de cette procédure, on est autour de 4 millions d'euros payés par les contribuables, et c'est cette même personne qui, pendant la crise du Covid, avait dit que pour faire des économies, il vaudrait peut-être mieux réfléchir au fait de ne plus soigner, de ne plus prendre en charge, pour être précis, les personnes qui ne s'étaient pas faites vacciner. Pour bien comprendre, pardon, Juan Branco, il aurait bénéficié il aurait eu 4 millions. Oui, en cumulé, c'est ce que l'État, c'est-à-dire nous, lui avons versé. Tout cela pour qu'il finisse par indiquer que pour faire des économies, l'État devrait réfléchir à ne plus prendre en charge les patients qui n'étaient pas vaccinés pendant la crise du Covid. C'est aussi quelqu'un qui a été en fait... moi, je les appelle, sans que ce soit dénigrant, les chiens de garde, c'est-à-dire vraiment une personne qui, pour arriver au plus haut poste de la République, l'a fait non pas grâce à un talent, mais grâce à l'entre-gens, donc sa capacité à se compromettre avec des politiciens qui, en échange, lui faisaient avaler toutes les couleuvres et adopter les réformes qu'il souhaitait pour faire des économies, c'est-à-dire en fait accroître le pool de ressources disponibles pour le redistribuer dans le petit Paris. Donc quelqu'un qui, grâce à son entre-gens, grâce à ses réseaux, notamment médiatiques, a réussi à se faire passer pour une sorte de grand bienfaiteur, parce qu'il a réussi à se présenter en successeur de l'abbé Pierre. On sait que ça s'est très mal passé en fait à la fondation Abbé Pierre, que son départ pour le gouvernement Sarkozy, alors qu'il se disait socialiste, a été très mal vécu. Et c'est un peu le modèle de Kouchner, vous savez, cet ancien ministre socialiste qui est devenu sarkozyste et qui prenait ses sacs de riz sur des plages et qui instrumentalisait la souffrance de jeunes enfants africains pour se faire valoir et devenir une icône en France. D'ailleurs, il a travaillé dans le cabinet Kouchner avec des éminences comme Aquilino Morel, puis après il est rentré dans les réseaux de proximité. En fait, c'est des gens comme Jérôme Cahuzac, dont la directrice de cabinet, Jérôme Cahuzac, vous vous souvenez, le compte en banque en Suisse alors qu'il était ministre du Budget. Sa directrice de cabinet est celle qui a succédé à Martin Hirsch à l'ARS, qui lui a attribué la protection fonctionnelle, c'est-à-dire qu'en fait, l'État finance les procédures que Martin Hirsch lance. Voilà, puisqu'on a une particularité, c'est qu'on a été attaqué solidairement en référé, en première instance. On a gagné, c'est-à-dire qu'il a été débouté. Il a fait appel de ce référé. On a à nouveau gagné en référé. Puis moi, j'étais surpris, après la première décision de référé, de recevoir un chèque au titre de l'article 700, c'est-à-dire qui rembourse nos procédures de défense, de la PHP, puisqu'il était, à l'époque, il ne l'est plus directeur général de la PHP. Et c'est-à-dire que ce n'est pas lui qui paye, dites-moi si je me trompe, alors que la Cour a décidé justement que sa procédure n'était pas justifiée. Donc il fait payer les contribuables des procédures qui ont pour but d'intimider. Après, franchement, je pense qu'il vaut mieux que cet argent vous revienne plutôt qu'en salaire et autres primes à M. Hirsch, qui gagnait
200 000 euros par an en moyenne lorsqu'il était directeur de la PHP, lors desquels il a évidemment supprimé un nombre de postes importants, refusé des revalorisations, ce qui a amené notamment au départ de nombreuses infirmières et de médecins, ce qui a amené à la crise que l'on sait. Et donc, on se retrouve dans une situation où... On met les choses dans leur contexte. Hein, c'était 2 000 euros, donc c'était pas gigantesque. Vous n'avez pas gagné de fortune, mais par contre, ces frais d'avocat à lui ont été pris en charge par l'État du fait d'une décision qui était prise par... C'est-à-dire un peu par nous. Voilà, par la directrice de cabinet de Jérôme Cahuzac, à l'époque où celui-ci était ministre de budget, qui entre-temps a réussi à continuer à faire carrière, parce que c'est pas très grave finalement d'avoir été aux côtés d'un des ministres qui a fait le plus scandale de la Ve République. Lorsque l'on appartient au grand corps, on peut continuer sa carrière sans difficulté. Et qui avait sauvé d'ailleurs cette femme au moment où évidemment plus personne ne voulait l'approcher, où elle faisait l'objet d'auditions au sein de la commission d'enquête du Sénat qui visait à comprendre ce qui s'était passé pendant cette affaire. Eh bien, c'était Martin Hirsch qui l'avait nommé à un poste pour un peu l'exfiltrer. Et c'est celle-ci qui maintenant, prenant sa suite au sein de lui a accordé donc de l'ARS, voilà, lui a accordé cette protection fonctionnelle. Et donc on est sur des jeux comme ça, vous voyez, où l'impunité se construit, se prolonge, et quelles que soient les décisions de justice, finalement, ça me fait penser, parce que j'ai plaidé pour parler de choses peut-être un peu plus on va parler d'autres choses, parce que ces individus vraiment sont assez médiocres, et la seule chose qu'ils arrivent à faire, en fait, c'est entraver, rendre difficile la vie des personnes qui en exposent la liberté des d'expression méfaits. peut-être aussi, oui, mais parce que ça dit quoi la liberté d'expression, qu'est-ce que c'est finalement? On peut dire tout et n'importe quoi à travers la liberté d'expression. Moi, je préfère l'expression droit d'informer, déjà, d'une part, et d'autre part aussi, on est dans un rapport de force. On est face à des individus qui sont protégés par des structures étatiques très puissantes, qui ont pris toutes les décisions qui nous ont amenés à l'abîme actuel, qui amènent des gens aujourd'hui encore à mourir dans les brancards parce qu'ils ne peuvent pas être soignés. Et c'est ça en fait qui touche, je pense, aujourd'hui votre audience, c'est qu'on connaît tous aujourd'hui un ami, un cousin, un frère, une tante qui s'est retrouvé à attendre 15 heures aux urgences alors qu'il était dans une situation difficile, ou que sa fille ou son enfant, et qui n'est pas accueilli parce que en fait, ces gens, pendant des années, ont pu prendre des décisions en toute impunité et qui continuent à utiliser les moyens de l'État pour s'assurer que cette impunité demeure. J'ai plaidé au Conseil constitutionnel il y a quelques semaines. J'ai eu ce privilège, si on peut le dire ainsi. C'est-à-dire vous avez plaidé devant Laurent Fabius, Alain Juppé, et ainsi de suite. C'est intimidant, ça, non? Intimidant. Enfin, je parle plutôt du Conseil constitutionnel. Vous savez, je suis assez habitué aux ordres de la République. J'ai été employé par la République au Quai d'Orsay quand j'étais très jeune, déjà dès l'âge de 22-23 ans. J'ai été élevé, en fait, dans ces espaces. Et donc, j'ai perdu cette forme d'intimidité. Ça ne vous intimide pas. Ça ne m'impressionne pas. Et j'ai plutôt du dégoût à ceux qui ne se montrent pas à la hauteur, envers ceux qui ne se montrent pas à la hauteur de ces lieux qui sont en effet. Vous vous sentez investi d'une mission? Je pense que quand je me retrouve devant ces gens-là, après les souffrances qu'ont connues les Français pendant cette période, dont une partie est attribuable à ces institutions, c'est en effet important de se montrer à la hauteur et de porter une parole qui résonne. Et en l'occurrence, c'était au sujet des législatives, dont on avait demandé des annulations sur le fondement de l'abstention. Vous voyez, lorsque l'on arrive à des taux d'abstention qui atteignent dans certaines circonscriptions 85%. C'est-à-dire qu'en fait, les députés sont élus grâce à 3 ou 4% du corps électoral. Vous avez souhaité faire annuler les élections législatives. Notre avantage, c'est, ayant grandi dans cet espace-là, ayant été formés dans leurs écoles, Sciences Po normales et compagnie, d'un côté, ils ont du mal à appliquer des stigmates sur moi. Ce qui explique la tentative de me rendre monstrueux. C'est-à-dire que, puisqu'ils ne peuvent pas me regarder de haut parce qu'ils auraient fait de plus grandes écoles que moi, ou ainsi de suite, ils sont obligés de passer par le biais. Mais quand même, ils sont obligés aussi de traiter avec un minimum de respect et de déférence ma parole, ce qui n'est pas le cas du reste français, ce qui est profondément injuste et insupportable. Et du coup, moi, j'essaie d'utiliser ce privilège pour rendre la parole à ceux qui n'ont pas eu cette chance, ce bénéfice, oui, mais ce avec, privilège la menace d'accéder à en ces début gens-là. d'émission d'être attaqué pour en permanence, diffamation. Bien sûr, vous avez en d'autres association et bien d'autres choses en permanence. Vraiment, au quotidien, pas très peu en termes de diffamation, c'est parce que c'est des erreurs, parce que je sais ce que je dis, c'est fondé, c'est formé, je connais le droit, et ils perdent. Ils perdent quand ils m'attaquent. Je vais avoir le seul procès que j'ai, à part celui-là, sur ce domaine, c'est Bouygues qui m'attaque devant le tribunal judiciaire de Paris pour avoir révélé comment, en fait, la construction de ce nouveau bâtiment, parce que le tribunal à Paris n'est plus au centre de Paris. Vous savez, dans ce palais extraordinaire qui accueillait
la justice française depuis 10 siècles. Sur l'île de la Cité, avec la Sainte-Chapelle, avec une sorte de merveille architecturale. Il y a toujours la cour d'appel, je crois. Il y a la cour d'appel et la cour de cassation, mais il n'y a plus les tribunaux de première instance, le tribunal judiciaire, qui a été migré, envoyé aux Batignolles, dans un bâtiment complètement désincarné, qui est une sorte de mélange d'hypermarché et d'aéroport, avec c'est intéressant, ils ont créé des... un beau bâtiment moderne, là, si je me fais un peu l'avocat du diable. Ça pourrait être un bâtiment de bureau complètement anodin, il n'y a aucun symbole, mais volontairement, c'est intéressant, l'architecte l'a raconté, il a dit « je voulais qu'il n'y ait rien d'intimidant ». Mais pardon, mais si lorsque vous allez dans un tribunal rendre justice ou obtenir justice, il n'y a rien de symbolique qui ait une forme intimidante, voire d'écrasement, qui montre qu'il y a une forme d'autorité qui n'est là, c'est que vous êtes déjà en train de dégrader la société. Et là, dans cette sorte de hall d'hypermarché avec des escalators, des trous dans les plafonds qu'ils appellent des Marilyn parce que ça ressemble à la robe de Marilyn Monroe. Enfin, vous voyez, vous vous rendez compte du niveau de désacralisation que l'on a mis en place, qui a coûté près de 4 milliards d'euros aux contribuables. 4 milliards d'euros alors que ce n'était pas un bâtiment nécessaire. Et moi, j'ai révélé comment cette chose où il y a des fuites, évidemment tout de suite, fruits de défaillance en fait dans la façon, l'eau qui coule à travers les murs alors que c'est un bâtiment tout à fait moderne. J'ai raconté comment en fait c'était une offrande qui avait été faite par M. Sarkozy lorsqu'il était président à son ami Martin Bouygues, un très proche ami, après qu'il a attribué la licence téléphonique à Free et à Xavier Niel. Je me souvenez ce moment où on est passé de 3 opérateurs à 4 opérateurs. C'est une décision d'État. Donc l'État décide qui a le droit de participer à ce négoce et donc d'avoir une rente à vie. Parce que vous imaginez bien qu'il n'y a pas de concurrence, parce que c'est l'État qui décide quel acteur économique peut rentrer ou pas. Si vous n'êtes que 4 à vous répartir l'ensemble du marché téléphonique français, la conséquence c'est quoi? C'est tout simplement que vous allez avoir une garantie, une rente à vie. Vous avez des coûts d'entrée assez importants, vous devez investir des millions au départ. Mais derrière, en fait, vous allez rentrer toutes les années comme bénéfice important. Donc en fait, c'est une machine à fabriquer les oligarques. Et Bouygues était furieux qu'on ait permis à Xavier Niel d'avoir accès à ce marché, ce qui réduisait un peu ses marges. Les parts de marché de Bouygues. Et Bouygues, c'était F1. Donc c'est le 20h. Donc en fait, Bouygues qui avait appuyé pendant 20 ans Nicolas Sarkozy, qui lui avait offert table ouverte sur TF1 pour construire sa notoriété, se sentait trahi et a exigé des contreparties. Et parmi elles, la construction de ce tribunal ahurissant en termes à la fois économiques, 4 milliards d'euros pour un bâtiment qui n'était pas nécessaire, et évidemment, par ailleurs, en termes de symbolique, d'esthétique, et ainsi de suite. Mais il n'y avait pas de besoin non plus, là, pardon, encore une fois, de... Bien sûr que non. On est sur une situation où aujourd'hui, l'île de la Cité est à moitié vide. Parce qu'en fait, il y a un affaissement complet de la vie au cœur de la ville, ce qui est quand même aussi quelque chose d'extrêmement destructeur. C'est qu'aujourd'hui, l'île de la Cité, il n'y a plus que les quelques avocats qui exercent à la cour d'appel ou à la cour de cassation, la préfecture qui est un bunker, et après les touristes qui viennent se balader. Il n'y a plus personne qui y vit, il n'y a plus personne qui y travaille, parce qu'évidemment, le gros des fonctionnaires travaillent sur les tribunaux de première instance. C'est là où il y a le plus de conflits, et donc il y a une dévitalisation de la ville qui, ajoutée à la spéculation immobilière, appauvrit encore un peu plus Paris et fait que cette capitale rayonne de moins en moins. Mais ce qui est intéressant, c'est que du coup, Bouygues, par l'entremise de M. Salas, qui était son secrétaire général, directeur des affaires juridiques, qui était un très proche d'Emmanuel Macron, son conseiller pendant la campagne présidentielle, qui espérait être nommé et qui n'a pas pu l'être. Là encore, l'entre-gens oligarchique avec cette idée de derrière obtenir des visibilités sur TF1. Enfin, vous voyez, on trouve des accords, des choses auxquelles j'ai assisté lorsque j'étais conseiller de la future ministre de la Culture pendant la campagne de François Hollande, lorsque j'étais reçu par alors patron de TF1, Nonce Paolini, qui en gros essayé d'organiser la trêve entre les socialistes et Bouygues, justement parce que Bouygues, se sentant encore blessé par Nicolas Sarkozy, avait décidé de ne plus prendre parti pour lui pour la campagne de sa réélection, ce qui a d'ailleurs été extrêmement favorable pour Hollande, en échange de quoi toutes les critiques extraordinaires qu'il y avait contre TF1 à l'époque par Arnaud Montebourg et ainsi de suite, je ne sais pas si vous vous souvenez, ce moment où les socialistes étaient remontés contre TF1, se sont soudain éteintes, et le quinquennat de Hollande s'est parfaitement passé pour M. Bouygues, et d'ailleurs Christiane Taubira, qui était devenue ministre de la Justice et qui avait dit que c'était un scandale, qu'elle ne laisserait pas ce bâtiment se construire, ce tribunal judiciaire nouveau à Batignolles, finirait par accepter, parce que évidemment la décision lui était imposée par la présidence. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que cette personne décide de me poursuivre. Évidemment, c'est ridicule. Ils vont perdre, parce que moi, j'ai rencontré non seulement Mme Taubira, mais M. Niel, ainsi de suite. Enfin, je veux dire, j'ai des sources quand même de premier niveau pour démontrer mes assertions.
Mais plus intéressant, c'est-à-dire que ce bâtiment ne nous appartient pas. C'est-à-dire que je vais être jugé chez Bouygues, le tribunal judiciaire où je vais être jugé, parce que je vais être jugé dans le lieu dont je dis qu'il avait été octroyé au titre d'une faveur par M. Sarkozy au groupe Bouygues. Je vais être jugé sur les terres de Bouygues, en fait. Et donc, on en revient à une forme de féodalisme. Vous voyez, l'oligarchisation, le tribunal, aujourd'hui, une sorte de pas la propriété de l'État. Mais non, il y a une sorte de contrat de long terme, comme ça, on le récupérera à la fin de ce contrat, mais pour l'instant, en échange de quoi Bouygues s'assure de l'entretien. Donc, fascinant, n'est-ce pas? C'est fascinant parce qu'on en revient à quelque chose de l'ordre du Moyen-Âge. Il y a des féodalités, vous voyez, l'autorité de l'État est devenue si insuffisante qu'on se retrouve dans des situations où c'est Bouygues qui a aujourd'hui le contrôle sur ce bâtiment, qui en assure l'entretien, et ainsi de suite. Et donc, je vais en parler au juge. Je veux dire, est-ce qu'il faut dépayser? Parce que je ne peux pas être jugé ici, parce qu'on est sur un territoire qui n'est pas neutre, finalement, quoi. Et donc, vous voyez, le fondement de la justice, c'est pas par hasard si la Sainte-Chapelle, si on disait justice à côté de la Sainte-Chapelle, c'est le cœur du pays, historiquement, symboliquement, à l'époque, évidemment, religieusement aussi, l'autorité du roi et de Dieu qui marchaient ensemble, eh bien, elle se retrouve transformée en une sorte de mercantilisme de bas étage. Donc, il y a assez peu de conflits de cet ordre-là. Par contre, il y a un harcèlement permanent. Et puis, dans une position comme la mienne, où les gens pensent que je suis vulnérable. Vous pensez que vous êtes victime de harcèlement je ne suis pas victime. Procédure judiciaire. Moi, en fait, j'ai choisi un combat. J'ai choisi une voie qui n'est pas confortable. Ce n'est pas les plus faciles de combat non plus. Non, parce que vous savez, la France m'a beaucoup apporté. J'ai eu une chance extraordinaire de grandir dans ce pays. Ce n'était pas donné. Je suis né en sud de l'Espagne, en Andalousie. Mes parents sont des gens qui plutôt milieu favorisé, quand même, on peut le dire. Mes parents, en fait, ont bénéficié de l'appui de la République. Surtout mon père comme producteur de cinéma, qui du coup, en échange, eu une énorme exigence dans son travail et n'a jamais cherché à faire fortune, contrairement à beaucoup de camarades de son époque qui, aujourd'hui, vivent dans des hôtels particuliers extraordinaires. Lui a toujours réinvesti l'argent que l'État investissait dans les films pour en faire d'autres. Lui, c'était plutôt des films d'auteurs extrêmement exigeants, qui visait justement à faire rayonner la culture de ce pays, aussi la culture portugaise, parce qu'il est Vous aviez un destin tout tracé dans ce milieu-là aussi. Ça aurait été facile, mais je pense que c'est des valeurs qui m'ont été inculquées, qui consistent à dire qu'il fallait exister par soi-même. Et encore. Et en rupture avec... Et encore, je veux dire, et c'est là où on en passe à la deuxième phase, c'est-à-dire que ça reste facile d'exister par soi-même lorsque l'on a eu accès à de telles richesses culturelles, à de telles... Vous voyez, donc ça n'aurait rien voulu dire, tout simplement, de devenir un fils de bourgeois qui a fait les grandes écoles et qui finit par devenir haut fonctionnaire et qui dit je ne dois rien à personne, comme l'a fait Emmanuel Macron. C'était son discours à l'époque. C'est faux. On doit tout à tout le monde et on commence surtout par devoir tout à la collectivité. C'est le premier point de départ. Donc quand je vois des personnes comme M. Macron, comme M. Hirsch, continuer des années après avoir bénéficié de tous les avantages qu'ils n'ont pas mérités, que rien ne justifie particulièrement, continuer à piller ces ressources, continuer à s'appuyer sur elles. Quand je vois M. Darmanin, qui gagne plus de 10 000 euros par mois comme ministre, qui avant était élu de la République, maire, donc qui a accumulé des sommes gigantesques, si on fait le calcul, sur toutes ces années pour soi-disant servir la République, mais on voit bien servir ses intérêts personnels, se protéger. On a vu avec l'affaire qui n'était peut-être pas une affaire de viol, mais qui était clairement une affaire de chantage avec cette femme à qui il proposait un HLM, enfin à qui il envisageait d'attribuer des faveurs en échange de rapports sexuels, donc un rapport déjà à la position de pouvoir qui est particulièrement salissante et dégradante, quelle que soit la qualification pénale que l'on puisse ou non y attribuer. Cette personne-là qui essaie d'utiliser sa mère... Il y a eu un non-lieu à l'arrivée. C'est pour ça que c'est pas une question pénale. Et je pense que l'erreur a été de la situer sur le plan pénal. C'est pas pénal. C'est révélateur d'un rapport à l'autre. C'est révélateur d'un rapport à l'autre quand à 26 ans, vous vous comportez comme un petit coq pour essayer de négocier avec quelqu'un qui visiblement a un parcours difficile, des avantages, des faveurs, en échange d'un accès privilégié à son corps. Et donc, on est dans une situation où des personnes comme celle-ci ont l'indécence favorisée aujourd'hui, vraiment dormant dans les sapins de la République, dans des conditions inondes. Je pense que ces personnes n'ont pas sorti leur carte bleue depuis des années. Vous voyez, c'est ce genre de rapport qui utilise sa mère de 67 ans en disant, vous voyez, ma mère, femme de ménage, ne peut pas partir à la retraite encore, elle doit continuer à faire des ménages. On a envie de dire, mais quelle est, d'une part, en termes d'échelle de valeur, votre rapport à l'autre? Si c'est vrai, comment est-ce que vous laissez votre mère, dans la situation où vous êtes, continuer à s'esquinter la santé? Et d'autre part, comment est-ce que vous osez l'instrumentaliser, si c'est faux, pour essayer de défendre des réformes qui n'ont qu'un objectif, continuer à accroître la pression sur des millions de Français qui sont déjà
exploités, qui ont déjà des difficultés à joindre les deux bouts, qui, quelles que soient les opinions politiques que l'on a, sont dans une situation d'oppression systémique. Les Français en général, pas les Blancs ou les Noirs, les Français en général sont exploités. Et on cherche à accroître cette exploitation au prétexte de quelques milliards d'économies, alors qu'on vient d'en sortir des centaines sans aucune difficulté pendant la crise Covid et ensuite du fait des conséquences de la guerre en Ukraine. On est dans une dynamique qui m'apparaît indécente et en même temps favorable pour nous qui luttons. Parce que justement, la crise Covid a eu cet avantage et cet intérêt qui a été de déconstruire la légitimité de leur discours. Il y a quelques années encore, pardonnez-moi d'être un peu long, mais ça me semble, lorsque quelqu'un comme Emmanuel Macron venait à la télévision et avec une forme d'arrogance et de suffisance vous expliquait le système de répartition, par répartition des retraites est en crise, il faut l'équilibrer, sinon ça va exploser, et puis ça sera la porte ouverte au n'importe quoi, il y a un déséquilibre de plusieurs milliards. Vous écoutiez, vous étiez impressionné, plusieurs milliards d'euros. Incroyable, oui, il faut qu'on fasse quelque chose, il faut qu'on fasse un effort collectivement. Aujourd'hui, après les décisions politiques, le quoi qu'il en coûte qu'ils ont pris, et vraiment plus de 100 milliards d'euros qui ont été déversés dans l'économie en un claquement de doigts. L'annonce là de budget militaire qui monte jusqu'à 450 milliards d'euros sur une durée déterminée. C'est-à-dire le jeu, les fortunes qui ont été déversées sans aucune orientation, par exemple, pour essayer de compenser la hausse des prix de l'essence et du diesel. Mais c'est-à-dire sans à aucun moment chercher à changer les structures de l'économie, vous voyez, pour qu'on ne soit pas face à des difficultés répétées d'année en année. On essaie juste de s'assurer qu'il n'y aura pas de révolte populaire, donc on aligne les billets. Quelques instants, évidemment, c'est mal fait. Certains en bénéficient, mais la plupart ne savent pas comment y avoir accès. C'est extrêmement injuste, mais surtout, c'est du gaspillage pur. Et ils arrivent et ils viennent nous expliquer que vous allez tous devoir travailler X années de plus pour économiser une toute petite fraction de ces sommes qui ont été dépensées n'importe comment. Il y a quelque chose qui ne prend plus, vous voyez, dans le discours. Et ça, c'est une grande victoire. C'est une grande victoire parce qu'ils ont été pris. Et c'est là où je ne suis pas d'accord avec les camarades qui disent que le Covid aurait été une grande crise organisée d'avance et ainsi de suite, avec des discours qui visent à donner l'impression qu'il y aurait une forme de planification de la part d'un certain nombre d'élites et ainsi de suite. On voit bien qu'ils ont été pris à rebours, qu'ils ont dû sortir en urgence un certain nombre de dispositions pour survivre, pour que le système qui fait leur privilège ne s'effondre pas. Et aujourd'hui, en fait, ils ont de plus en plus du mal à avoir des discours qui leur permettent de se légitimer, et ça nous ouvre des fenêtres de lutte extraordinaires, une capacité à les mettre à nu, en fait, qui à mon avis va nous être... On revient à cette procédure devant le Conseil constitutionnel. Donc, pourquoi cette démarche? Donc, rappelez-nous, donc, vous parliez de l'abstention. On est sur des législatives qui ont atteint des niveaux d'abstention records. En fait, on est sur une situation où les élections n'octroient plus de légitimité à la loi, à ceux qui votent la loi, représentants de la nation. Dire qu'il y a si peu de gens qui votent députés. Que vous en dans une situation que et le Conseil constitutionnel avait ouvert dans une jurisprudence, Daniel D, la possibilité de faire annuler sur le fondement de l'abstention ces élections. Et donc on s'est dit, on est allé, on a présenté un certain nombre de recours, et donc il y en a un qui a été avec des arguments différents, vous voyez, pour voir comment est-ce qu'on pouvait essayer en les mettant en difficulté, évidemment, parce que si vous annulez une élection sur le fondement de l'abstention, s'il n'y a rien qui change, vous êtes sûr que l'élection suivante, va être encore plus catastrophique en termes d'abstention. Et donc vous allez rentrer dans un système qui se mord la queue, où le fondement politique institutionnel va être mis en question. Et donc évidemment, le Conseil constitutionnel n'a pas forcément envie d'aller dans ce sens. Pourquoi est-ce que je vous parlais de ça en relation avec Martin Hirsch? Sur la question de la légitimité personnelle. Donc parmi les gens face à qui j'ai plaidé, il y a donc Alain Juppé. Donc il y avait devant vous qui Alain Juppé, Laurent Fabius, cette ministre de la Macronie complètement indécente qui s'était ridiculisée, dont je ne me souviens même plus du nom, mais qui a été nommée un peu par complaisance par M. Macron en échange d'un certain nombre de services de la part... des gens qui n'ont pas forcément de qualité morale, pas forcément de qualité intellectuelle selon les uns les autres, l'ancienne directrice de cabinet de Dupond-Moretti, dont je sais le rôle qu'elle a joué pour essayer de me heurter. Et derrière, ce qui est très intéressant, 10 personnes qui sont comme des sténographes, qui n'arrêtent pas de travailler, de tapoter, qui sont en fait ceux qui font les décisions du Conseil constitutionnel. Ce n'est pas ces gens qui, dont la moyenne d'âge est assez avancée et qui ont leur carrière derrière eux, ils servent à couvrir. C'est comme la patine qui vous permet de légitimer la structure de pouvoir. La Quel réalité est l'accueil derrière. qu'ils vous ont réservé quand vous arrivez? Et la réalité du pouvoir, évidemment, c'est la superstructure de l'État, c'est-à-dire le Conseil d'État. Le Conseil constitutionnel est dans le même bâtiment
que le Conseil d'État. Et en fait, c'est les conseillers d'État, qui sont des énarques, comme aujourd'hui on dit NSP, qui façonnent les décisions du Conseil constitutionnel. C'est le secrétaire général qui est derrière et qui a son bureau derrière, qui prend les notes. Et en fait, vous avez, comme souvent dans ce genre d'institution, un artifice qui permet de dire à la population, vous voyez, il y a quand même des anciens premiers ministres, des ministres, etc. Et derrière, le véritable pouvoir décisionnel qui prend les notes et qui... Mais bon, Alain Juppé, très studieux, très attentif, prenant des notes comme s'il était encore à l'ENA, justement, quand je discourais. L'accueil qui vous est fait est presque grandiloquent. C'est la République, c'est les ordres de la République. Normalement, on ne laisse pas accéder quelqu'un comme moi, en tout cas avec un discours comme le mien, à des lieux pareils. Donc, évidemment, on vous accompagne avec des huissiers, on vous met dans une salle splendide avec... J'ai remarqué, c'est fascinant, je pourrais vous parler pendant 1 heure de cette institution et de cette expérience, parce que vous avez des tapisseries magnifiques. Vous voyez, la tapisserie des Gobelins, sauf que la tapisserie dans la salle d'attente où vous êtes, c'est une tapisserie qui représente une chasse royale. Donc vous voyez, une sorte de chose où on met en avant je ne sais pas si la luxure, mais une forme d'insouciance, d'indifférence complète au monde, où en fait on a un représentant du pouvoir qui... On est dans un autre temps. Oui, mais qui est dans la jouissance. Vous voyez, une mise en scène de la jouissance, pas du tout quelqu'un qui est face à ses responsabilités, qui doit prendre... Non, il est en train de chasser, il s'amuse, il y a des scènes comme ça. Et donc il y a déjà un décalage de représentation, il y a encore tous les symboles napoléoniens, parce que c'est évidemment des espaces qui ont été façonnés, je veux dire les lieux, pas l'institution, qui ont été façonnés par... Et donc vous avez le Conseil d'État les conseillers d'État qui en fait derrière sont ceux qui rédigent les décisions, qui préparent, et donc ces personnes qui peuvent être plus ou moins... Et donc Alain Juppé. Pourquoi je pense à Alain Juppé? Parce que ça m'intéresse. Le Conseil constitutionnel, c'est censé être ce qui garantit la légitimité de l'État. N'est-ce pas, des décisions qui s'assurent du contrôle, du respect du texte fondamental. Vous allez remettre en cause la nomination d'Alain Juppé au Conseil constitutionnel. Et alors non, je ne vais pas la remettre en cause, je vais plutôt l'utiliser comme un symptôme intéressant. Cet homme a été condamné définitivement, pénalement. Vous vous souvenez l'épisode de l'Exode Québec pour contourner la Lali qui était... Et l'on l'a nommé postérieurement au Conseil constitutionnel, après qu'il ait été condamné. Moi, je trouve ça intéressant, non pas pour jeter l'opprobre sur un individu, mais sur le système ne semble plus croire en lui-même. Moi, je ne crois pas en la capacité de la justice à appliquer des stigmates en France. Mon expérience en tant qu'avocat m'a démontré que, fondamentalement, le système judiciaire est vicié dans ce pays. Il ne fonctionne plus. Je ne sais pas s'il a un jour fonctionné. Il est de façon parfaitement tangible au service d'un ordre existant. On l'a vu sur 1000 épisodes de lutte, notamment pendant les Gilets jaunes. Il n'y a qu'une possibilité marginale de lutter contre lui et il faut y mettre une énergie qui est démesurée et l'on n'arrive jamais en tant qu'avocat à provoquer des bascules suffisantes pour rompre avec ce système d'oppression. Et c'est quelqu'un qui a obtenu des relax pour des Gilets jaunes qui sont des personnes qui ne sont rien, pour reprendre le terme d'Emmanuel Macron, contre Emmanuel Macron et Brigitte Macron, sur les plaintes pénales qu'ils avaient déposées personnellement contre Gilets jaunes. On en a parlé plusieurs fois, qui avait eu le tort de se gagner devant Toulon avec un homard géant, contre Didier Lallemand, alors préfet de police de Paris, une relaxe pour une gilet jaune qui avait fait une pancarte contre lui, qui s'était fait arrêter brutalement à cause de cette pancarte, saisir son camion et traîner devant les tribunaux, Carole, contre Gérald Darmanin, qui avait envoyé son directeur de cabinet porter plainte en son nom, commissariat du 8e, contre un ancien ouvrier qui avait eu un accident du travail, qui est invalide, parce qu'il avait osé faire un commentaire ironique sur un groupe privé sur Facebook. Donc j'ai obtenu des victoires contre tous les individus les plus puissants. Et même comme cela, je sais parfaitement que c'est dérisoire. Je sais que ces victoires ne démontrent en rien la capacité du système judiciaire, parce qu'à être résilient par rapport à son instrumentalisation par le pouvoir et plus généralement par les classes dominantes. Ce système judiciaire qui est complètement effondré, moi, en tant que personne je me considère en lutte contre les pouvoirs actuels, ne fonctionne pas. Mais que ce système, en soi, a considéré lui-même, quelque part, que le système judiciaire ne fonctionne pas, parce qu'il en est à nommer quelqu'un qui a été condamné pénalement, définitivement, par le système judiciaire, à la plus haute juridiction étatique. Pour moi, ça dit quelque chose, vous voyez. Ça dit quelque chose, et ça montre que, quelque part, la fiction qu'ils ont tenté de construire, que la France a façonné pendant des siècles, et tous ces rituels, ces robes, ces moulures, tout ça qui vise à vous faire croire
qu'il y a quelque chose presque de Il avait même transcendant démissionné de la mairie de Bordeaux pour rejoindre le Conseil constitutionnel. Donc, vous voyez, donc c'est pas... Il ne s'agit pas de pointer du doigt, de dire « Ah, celui-là, il est corrompu, etc. » Il s'agit d'être fasciné quelque part par le fait de se retrouver, de le retrouver à une position d'autorité et de se dire « Bon, bah voilà, si eux-mêmes n'y croient plus, c'est-à-dire qu'ils sont... En fait, on peut les renverser facilement. En termes symboliques, déjà, on a gagné. On a gagné parce qu'ils sont dans une corruption au sens littéral du terme, en fait. Vous voyez, le système se désagrège, en fait. Vous voulez dire qu'il n'est pas sage, parce que ce sont les sages, finalement, le Conseil constitutionnel. En fait, le système ne les considère pas comme ça. C'est pas moi. Moi, c'est une décision au nom du peuple français, prise par des juges, qui dit que. Donc, à partir de là, moi, qu'on m'explique. Est-ce qu'on y croit ou est-ce qu'on ne croit pas? Est-ce qu'on adhère au système judiciaire français ou pas? Qu'importe. C'est important, parce que là, c'est la question de fond. On est encore en démocratie ou pas, Juan Branco? Mais est-ce que vous croyez sincèrement que le peuple a un pouvoir aujourd'hui en France? Ça étymologiquement. Moi, je vais sortir un livre extraordinairement important, à mon sens, fin mars, qui va remettre en question de façon fondamentale notre approche à la défense du peuple français pour une raison très simple. Aujourd'hui, les principales égéries de la lutte, des personnes qui sont censées incarner le peuple français, disons, et qui protègent les plus faibles. Disons François Ruffin, par exemple, qui se veut en héros. Il y avait eu toute une polémique, parce que d'ailleurs, vous aviez fait une vidéo... Passons sur l'aspect guignolesque de M. Ruffin, qui consiste à faire des... Qui avait parlé avec Emmanuel Macron. Qui avait négocié à 2 reprises, il négocié en amont avec Emmanuel Macron et les ouvriers qui l'accompagnaient, une mise en scène de leur confrontation. Passons sur cet aspect-là qui laisse contester. Pardon, moi je passe pas trop là-dessus parce que je trouve ça assez grave quand on a 2 visages. Alors, on nous avait rétorqué sur les réseaux sociaux qu'il y avait 2 journalistes présents. On se demande d'ailleurs en quoi mise en ça scène, bien sûr. altérait cette mise en scène. Elle avait eu lieu, elle était factuelle. 2 fois. 2 fois. C'est-à-dire que si ça avait été qu'une fois, vous pouvez se dire c'est dans l'intérêt des ouvriers, etc. Mais il a refait la même chose après, des mois plus tard avec Whirlpool. Et on voit bien en fait que ça servait à la fois des intérêts de M. Macron et de M. Ruffin de mettre en scène cette opposition. J'invite chacun à voir les vidéos, à se faire son avis. C'est quand même très décevant de la part de cette personne pour laquelle personnellement moi j'avais la plus grande estime. Quand j'ai vu cette vidéo... M. Ruffin a fait sa carrière sur la mise en scène. C'est quelqu'un qui se veut et s'affirme artiste. Et donc il y a quelque chose de l'ordre du... j'avais proposé dans mon livre « Abattre l'ennemi » où je propose un plan du Paris révolutionnaire. J'avais proposé de créer un palais du Guignol de la République. Vous voyez, parce que c'est en fait la fonction qui cherche l'habité, ce qui peut être une fonction saine, c'est-à-dire quelqu'un qui provoque en permanence le pouvoir en place, se met en scène comme étant comme le Guignol à l'époque du Moyen-Âge. Pour sa défense, il y en a d'autres. Comme le bouffon, pardon. C'est-à-dire que le bouffon du roi, vous voyez, qui va mettre en scène une opposition face au roi, tout simplement pour essayer de lui faire passer quelques vérités en passant. Pourquoi pas, mais il faut que ce soit assumé. Il faut que ce soit assumé quand on le prend sur le fait qu'il ne prétende pas que ça n'est pas arrivé, ainsi de suite. Mais moi, ce qui me dérange, c'est pas... Cet aspect-là, pour moi, il est acquis. Ce dont je n'ai pas parlé jusqu'ici, et qui me semble important, c'est de rompre avec cette dimension de la supplique. C'est-à-dire qu'il y a et ça, c'est pour moi une opposition qui n'est plus sur vous voyez, une querelle de personnes. C'est vraiment une approche fondamentalement différente de la politique. Monsieur Ruffin a un discours suppliant par rapport au pouvoir. Soit pour dire prenez-nous en compte. Donc c'est la défense symbolique où il dit Martine a tel problème, Pierre a tel autre. Et donc déjà, je trouve que prénommer les gens seulement, c'est en soi quelque chose de l'ordre déjà de la suffisance, ou en tout cas du surplomb. Et ensuite en disant, voilà, vous ne les aidez pas assez, etc. Ou dans un aspect plus politique, quand il se met, à mon sens, de façon quelque peu... en scène. Ouais, mais ridicule, au moment des Gilets jaunes, lorsqu'il va avec son écharpe tricolore, c'est déjà un signe d'impuissance. Si vous avez besoin de mettre votre écharpe tricolore, c'est que votre légitimité n'est pas acquise devant l'Élysée pour lire un texte un peu tremblant en demandant la démission d'Emmanuel Macron. Vous voyez ce qu'il avait fait, qui était un peu après s'être fait expulser des ronds-points quelques jours avant dans son espace. Moi, ce rapport aux politiques... Ah, vous voulez dire qu'il n'était pas si populaire que ça au sein des Gilets jaunes? Oui, bien sûr que non. Parce que en fait, le politicien qui se met en scène, c'est justement ce contre quoi se sont élevés les Gilets jaunes. Moi, je pense qu'en fait, on n'est plus à une époque de la supplique. On n'est plus à une époque, pour revenir aussi sur la mobilisation, sur les retraites. Les retraites, pourquoi c'est important? Non seulement parce que c'est un symptôme supplémentaire, justement, de cette tentative d'accaparement de la part des classes dominantes face aux classes dominées. Et dans ce livre qui va paraître fin mars, je fais tout un développement sur... Ça s'appellera comment? Je préfère vous le réserver parce que ça va, à mon avis, provoquer un certain nombre d'ébranlements, mais on en parlera à ce moment-là, si vous osez le faire, parce que, honnêtement, je pense que ça va être explosif. Donc, ça s'inscrit plus généralement dans une nécessité, comme je
vais l'expliquer dans ce livre, de financer la transition énergétique. C'est-à-dire, en gros, on va faire peser sur les mêmes, les plus pauvres, le poids du financement de cette transition pour que les plus riches qui ont profité de l'ère du pétrole continuent de profiter de la nouvelle ère des renouvelables et ainsi de suite. Qu'importe. La retraite est importante pour ça. Mais la question de retraite est aussi importante de façon plus fondamentale, presque spirituelle, la question de la monétisation du rapport à l'autre. Pourquoi est-ce qu'on a autant de mal à mettre en place et à maintenir un régime des retraites qui soit stable, vous voyez? Pourquoi est-ce qu'on est obligé de toutes les X années de faire des réformes? C'est pas qu'une affaire de pillage. C'est pas qu'une affaire d'affaiblissement de l'État et de la sécurité sociale dans le but d'essayer de faire entrer des capitalistes, des forces capitalistes privées, étrangères et ainsi de suite. Il y a des facteurs de cet ordre-là, mais il y a quelque chose de beaucoup plus profond qui, à mon sens, n'est pas assez énoncé. Comment est-ce que vous mesurez la valeur en termes d'argent d'être, lorsque vous êtes dans le grand âge, lorsque vous êtes vieux, accompagné par vos enfants? Comment est-ce que vous mesurez la valeur économique du fait de ne pas vous retrouver seul? Comment est-ce que vous mesurez la valeur économique des repas en famille que vous n'allez plus prendre parce que cette société a complètement délaissé ce lien intrafamilial et cette solidarité générationnelle? Ces choses-là, en fait, on a décidé que l'État, que les maisons de retraite allaient s'y substituer, qu'en fait, des acteurs économiques, finalement, allaient... avec le scandale Orpea. Donc, on a essayé de valoriser, en termes monétaires, et de substituer l'argent au lien. Et d'ailleurs, c'est le discours de François Ruffin qui est de dire il faut valoriser les métiers du lien. C'est-à-dire, en fait, il faut recruter massivement des gens. Mais moi, je pense qu'il y a un discours qui est peut-être plus traditionnaliste, mais ma mère, depuis que je suis petit, pour reprendre, on va répondre à Darmanin comme ça, nous a toujours dit vous ne me mettrez jamais en maison de retraite. Pourquoi? Parce qu'elle vient du sud de l'Espagne, de l'Andalousie, dans un espace où elle a grandi avec sa grand-mère, avec son arrière-grand-mère, dans le même espace. Vous voyez, aujourd'hui, c'est devenu très difficile pour la plupart des Français, à cause de la spéculation immobilière notamment, à cause de l'appauvrissement généralisé d'une grande partie des citoyens. Mais en même temps, Orpea, c'était au minimum 3 000, 4 000 euros par mois. Il faut les sortir, ces 3 000, 4 000 euros par mois. Et donc, on est dans une situation où... Et le livre formidable de Victor Castanet, et des pressions qu'il a subies d'ailleurs. Mais attendez, mais tout le monde était au courant. Moi, en fait, là aussi, il faut arrêter de se laisser spectaculariser. C'est-à-dire, Castanet, il arrive, c'est pas sa faute, lui, il joue une fonction au sein d'une société du spectacle et il est très heureux d'y participer. Il faut le reconnaître, en tout cas, c'est grâce à lui que ce scandale a éclaté. Vous allez prétendre que vous ne saviez pas que c'était un scandale des maisons de retraite en France. Si, je pense qu'on est tous au courant. On est tous au courant. On connaît tous des personnes qui sont placées soit parce que dans notre famille ça a été le cas, soit parce que on sait. Mais c'est ontologiquement un problème, c'est ça ce que j'essaie de vous dire. Le problème, c'est pas le scandale marginal, c'est-à-dire ceux qu'on laisse mourir, etc. C'est le principe même de faire les systèmes rentabilité. Faut nationaliser les maisons de retraite. Oui, mais il faut surtout interroger la déliquescence du lien. Les EHPAD privés. La montée de la solitude dans ce pays. C'est un drame qui est non dit. La solitude à tous les âges, au plus jeune âge, mais aussi, justement, évidemment... Mais là, on va vous dire, pardon, ce sont des jolis mots, mais culturellement, d'ailleurs, il y a une différence entre la gestion de nos aînés dans les pays d'Europe et dans certains autres pays. Pourquoi est-ce que ces structures traditionnelles, on les a faites s'effondrer au nom de la rentabilité et de l'argent? Et pourquoi est-ce qu'on a poussé vers cette dégradation? Pourquoi est-ce que toutes les dispositions d'État ont été faites pour, justement, favoriser, pour essayer de monétiser ce lien-là? Et pourquoi est-ce qu'on a détruit, justement, cette solidarité? Voire, aujourd'hui, socialement parlant, c'est méprisable d'être proche de ses parents, de continuer à les prendre en charge, voire de vivre avec eux, ainsi de suite. Qu'est-ce qui a fait? Et c'est parfois impossible aussi. Non, c'était rendu impossible. C'était rendu impossible. Moi, je dis, quand ma famille vivait dans un village espagnol où il n'y avait pas de pression spéculative sur l'immobilier, etc., chacun vivait dans un espace qu'il avait hérité, qu'il avait construit lui-même, souvent d'ailleurs, et évidemment, du coup, il y avait la place pour un peu tout le monde. Et on se serrait un peu, évidemment. Mais du coup, ça crée aussi des ruptures sur le rapport à l'intimité. Évidemment, c'est pas aujourd'hui, il y a quelque chose d'insupportable à l'idée d'avoir la belle-mère avec soi. Bon, toutes ces questions-là, en fait, elles sont au fondement de ce conflit perpétuel, parce que ça fait des années qu'on va manifester régulièrement sur les questions des retraites. Et c'est des non-dits absolus de la part des politiciens. Justement, alors et on n'en sortira pas. La nécessité de la réforme des retraites pour assurer la soutenabilité du système des retraites, vous y êtes sensible? Écoutez, ça c'est un discours où je pense qu'on va ennuyer nos auditeurs si on en parle. Les ordres de grandeur sont connus par tous, c'est 10 milliards d'euros à peu près par an. On a vu les ordres de grandeur par rapport aux dépenses qui sont mises en œuvre par l'État. Le système par répartition, il n'est pas voué à la faillite? C'est évidemment pas le cas, mais encore une fois,
si on s'en contente, si on pense sincèrement qu'en sauvant un système qui permet à des personnes, dans le meilleur des cas, de gagner 1500, allez, pour ceux qui sont vraiment privilégiés, 2000 euros par mois, et pour une grande partie des personnes, d'atteindre douloureusement les 1000 euros nets par mois. On est dans un système où, en fait, on essaye de compenser la dissolution du lien social avec une sorte de monnaie, une sorte de reste. Ça me fait penser à cette vidéo qui circule aujourd'hui beaucoup de Paul Doumer, qui est devenu président du Conseil sur la Troisième République, mais qui était gouverneur de l'Indochine auparavant, et dont on voit la femme envoyer quelques pièces en Indochine à des enfants comme si c'était en fait des pigeons à qui on envoyait quelques On est à la veille d'une nouvelle grande manifestation, c'est après-demain. Est-ce que vous pensez que ça peut changer quelque chose finalement? Est-ce que la mobilisation populaire a encore une utilité dans notre pays? Vous voyez que moi si j'étais là, j'ai traversé le cortège de Paris le 31. Si j'étais le gouvernement, je n'aurais pas bougé d'un iota. Ce peuple ne me fait pas peur. Parce qu'il n'y avait pas d'ouvriers. Il n'y avait pas le peuple sombre qu'on a vu pendant les Gilets jaunes. Il était marginalement là, mais vraiment, c'est dans des petits morceaux de cortège, ici de la CGT, ici de FO. Le peuple sombre, celui qui fait peur. C'est intéressant, je vous interromps parce que je recevais récemment Étienne Chouard dans une autre émission. Je cite, il se désespérait de voir les Français si peu impliqués de manière générale dans les mouvements pour la démocratie. Vous êtes comme Étienne Chouard, finalement, un petit peu surpris parfois de la soumission après la de nos violence, compatriotes. Après la violence qu'on a reçue, on n'est pas du tout un peuple soumis, on est un peuple qui a forcé l'État à sortir des blindés pour nous intimider et pour nous empêcher de faire une révolution. C'est ce qui s'est passé pendant les Gilets jaunes et c'est ce qui s'est passé pendant le convoi des libertés qu'on oublie. Et l'Allemand d'ailleurs dans sa Il venait du Canada, hein, c'est ça. Dans sa biographie qui est sortie à son livre d'entretien, en parle, donc qui était préfet de police de Paris, qui dit « J'ai sorti les blindés parce qu'on était en panique complète et je l'ai sorti pas parce que… » L'État a eu peur. Non seulement l'État a eu peur, mais parce qu'en fait, on n'avait aucun moyen de s'y opposer. Et j'ai sorti juste pour les intimider. Parce que je savais très bien, c'était pas avec mes 3 blindés que j'allais réussir à les empêcher, mais c'est juste, je me suis dit, c'est la dernière carte que l'on a pour empêcher qu'il y ait une rupture X ou Y. Donc vous voyez, on a une situation quand même où le non, mais là, en tout cas, l'État a dit qu'il n'allait pas revenir sur cet âge des 64 ans. Moi, je ne reviendrai pas. Je ne reviendrai mardi, cette mobilisation, elle peut faire changer les choses. Si cette mobilisation ne se durcit pas, moi, en tant que président de la République, j'ai pensé à ça. Je ne reviendrai pas en arrière parce que ces manifestations ne me font pas peur. C'est des manifestations de personnes qui ne sont pas du tout dans un rapport de discipline, de lutte, c'est des balades, ces manifestations. Une manifestation, pourquoi est-ce que la manifestation a une puissance transgressive? Pourquoi est-ce qu'elle a une capacité à faire avancer les choses politiquement en disant que ce sont des balades, les syndicats, là, parce que c'était un préalable à la révolution et à l'émeute. On faisait peur parce qu'en gros, on mettait en scène notre force par le nombre et on disait attention, si vous allez trop loin, on va accroître le rapport de force. Aujourd'hui, je peux vous assurer qu'il n'y a plus du tout cette discipline. Il y a en effet des syndicats qui continuent à se mobiliser, dont certains ont encore une forme de capacité à mettre en place des rapports de force, mais puis à l'échelle nationale, c'est fini. C'est sur des luttes sectorielles. C'est par exemple le conflit sur l'énergie, sur des raffineries qu'il y a eu en septembre dernier. Mais là, j'en veux beaucoup. J'aurais dit, mais vous étiez au moment des Gilets jaunes alors. Si vous avez cette capacité à paralyser le pays… Au moment des Gilets jaunes, donc malheureusement, on en reparlera dans un instant, mais il reste, excusez-moi, pas grand-chose aujourd'hui, non? Mais le mouvement s'est désagrégé, et heureusement, parce que ce mouvement n'avait pas à vocation à perdurer tel quel. On n'avait pas vocation à se faire canarder samedi après samedi sans raison. Le mouvement avait une force et une légitimité, tant qu'il était extrêmement majoritaire, jusqu'à 85% d'appui au sein de la population quand même, il faut s'en souvenir, et qu'il avait une capacité à produire des bascules. C'est-à-dire que lorsque, à l'acte 2 ou 3, je me souviens plus, on est rue du Faubourg Saint-Honoré à 150 mètres de l'Élysée, et que les gendarmes qui sont là, qui ne sont pas beaucoup, reculent parce qu'ils n'ont pas d'instruction, ils ne savent pas quoi faire, et que c'est nous qui décidons de ne pas rentrer à l'Élysée. Parce qu'on n'est pas des putschistes, parce qu'on n'a pas de vocation à prendre le pouvoir au nom du peuple français, on a une vocation à porter cette parole au plus près du pouvoir. Là, on est dans un rapport de puissance. Vous croyez vraiment même, excusez-moi, qu'une révolution aurait encore été possible, honnêtement? Pensez aujourd'hui, Juan Branco, qu'une révolution serait possible? Mais il faut l'organiser. Mais bien sûr, il faut s'organiser, il faut la prendre au sérieux, cette hypothèse. Sinon, encore une fois, on en revient à votre question initiale. Le pouvoir au peuple, il est où? Il est où aujourd'hui le pouvoir du peuple? Moi, lorsque je vais dans les ordres de la République, encore une fois, privilège hérité. Là, on va vous dire Emmanuel Macron élu légitimement. Mais regardez même la permanence des structures de pouvoir. Mais élu regardez la permanence des structures de pouvoir. Il a suffi pour moi d'avoir le parcours que j'ai eu il y a déjà quand même un certain nombre d'années pour pouvoir encore aujourd'hui être en capacité de produire
et de défendre des gens jusqu'au Conseil constitutionnel. Là, dans quelques jours, au tribunal de l'Union européenne, qui est la sacro-sainte institution qui, au Luxembourg, décide du droit qui va s'appliquer sur l'ensemble de l'Union. Donc, vous avez en fait des procédures où vous avez des traducteurs en 27 langues, enfin, 20 et quelques langues, pardon, qui en permanence, traduisent immédiatement tout ce que vous racontez parce que ça va se diffuser sur l'ensemble du continent et ça va faire autorité. Lorsque vous avez des capacités à produire des décisions de cet ordre, d'obtenir, et y compris dans une situation où je suis dans une transgression absolue, ça montre qu'en fait, les structures de pouvoir sont beaucoup trop permanentes, en fait. C'est-à-dire que la capacité à rompre avec celle-ci est devenue quasi inexistante. Et donc, quand vous avez des gens du peuple qui cherchent à se faire entendre, s'ils ne passent pas par des intermédiaires comme moi aujourd'hui, c'est très difficile. Or, c'est injustifiable comme situation. On n'a pas à dépendre de personnes qui proviennent de la bourgeoisie, qu'elle soit grande ou petite, pour pouvoir se faire entendre en tant que peuple ou en tant qu'individu. C'est pas normal qu'on doive encore s'appuyer. Moi, j'ai toujours eu une forme d'irrespect fondamental face à la fonction d'avocat. Et c'est pas une vocation d'enfance. Je l'ai fait presque par hasard, parce que je travaillais avec Wikileaks et qu'il fallait trouver des façons justement de se protéger, ainsi de suite. Mais la fonction de l'avocature, elle est fondamentalement bourgeoise. Elle consiste justement à se mettre entre les mains de quelqu'un qui appartient aux classes dominantes, qui a fait des études, qui provient de classes sociales favorisées à 95% des fois, et qui va, en votre nom, traduire vos intentions et vos paroles auprès de magistrats qui, eux aussi, en fait, sont au service de cet ordre existant, pour, quelque part, éviter qu'il y ait une contamination possible directement de la part de la personne qui essaye d'obtenir justice. Donc, toutes ces constructions qui visent par des corps intermédiaires, vous voyez, qui visent à créer des points d'isolement du pouvoir, qui nous permettent au pouvoir de rester dans sa coquille, il faut les déconstruire intelligemment, il ne faut pas créer de l'anarchie, mais il faut progressivement, justement, créer l'anarchie, c'est un peu ça qu'on a reproché aux Gilets jaunes, parce qu'il n'y avait pas d'incarnation de leader des Gilets jaunes. C'est peut-être ça qui a fait que... Mais heureusement, la fragilité aujourd'hui de l'incarnation, elle est fondamentale. Regardez, j'ai été mis en examen pour viol, pour avoir chatouillé une femme. Aujourd'hui, la capacité à détruire un individu, en lui appliquant un stigmate sur des non-événements, sur des non-faits, est déconcertante. Donc, le pouvoir, de par, d'un côté, l'influence oligarchique qu'il a sur les médias, c'est-à-dire la détention, on en a parlé à chaque fois, on en parle des croque-morts comme Bernard Arnault qui détiennent de Parisien et compagnie, associé à Xavier Niel qui est quand même mis en cause dans des affaires de peu d'élégance, on va dire, qui contrôle le monde et compagnie. Donc, tous ces quelques personnes qui se connaissent, Lagardère, Bolloré, ils sont 5 ou 6, pas plus. Patrick Drahi, ça fait des années qu'ils se fréquentent, qui fréquentent les palais de la République, qui en tirent ressources et revenus et qui en échange offrent de la visibilité et protection à l'égard des médias. Et donc, du coup, du peuple français, associé au contrôle extraordinaire que ce pouvoir a, notamment via les nominations, sur le pouvoir judiciaire, qui est subtil, qui ne consiste pas à donner des instructions directement, et encore, à des juges ou à des juges d'instruction, mais qui consiste à nommer les bonnes personnes aux bonnes positions, avec l'accord à chaque fois du CSM et compagnie, de façon à ce que la justice ne demeure qu'une autorité, et non pas un pouvoir, ce qui est dans l'échelle constitutionnelle inférieure. Et c'est quelque chose que Emmanuel Macron a rappelé d'ailleurs, comme pour indemniter les juges. Ce qui n'empêche pas justement des formes de rébellion un peu par fierté, avec parfois justement des tentatives de monter des affaires par quelques résistants. Vous pensez être victime de... Mais je ne suis pas victime, c'était raconté c'est un peu le discours que vous me tenez. Mais non, c'est un rapport de force. On est dans la lutte, et c'est de la lutte réelle, elle implique ce genre de conséquences. Elle implique que vous puissiez vous donner dans votre pureté et dans toute la douceur et l'intégrité que vous pouvez avoir à une femme qui vous a sollicité, et vous retrouver avec elle dans ce que vous pensez être un geste d'amour, et que le lendemain, cette personne vous trahisse et utilise ce geste pour vous détruire, et que ce soit immédiatement relayé à l'Élysée, comme si c'était révélé, qu'elle ait pu être... comme ça a été révélé par trois journalistes, par exemple, trois journalistes judiciaires, Marc Le Plongeon, Monsieur de Cugis et Madame Guéna, dans un livre chez Grasset, des personnes qui ont détruit ma vie, pas du tout des alliés, des personnes qui ont joué un rôle instrumental dans la mise en œuvre de ces affaires, de ces fausses affaires, que ce soit l'affaire Griveaux, que ce soit maintenant celle-ci, que ce soit tous les autres. Vous parliez de harcèlement. Je me souviens encore d'une émission qu'on peut retrouver sur YouTube, que j'ai faite avec Truchot à l'époque, où BFM m'accueillait encore, ou se sentait obligé de m'accueillir, où je disais, mais à chaque fois que vous m'invitez, c'est parce que Macron veut me mettre en prison. En 2019, c'était pour Crépuscule, avec Aurore Berger qui me signale au procureur de la République. Il faut avoir de la mémoire, vous voyez. Et en fait, justement, la force du mainstream... Parce que moralement, c'est quand même pas évident. Là, je m'adresse plus à l'avocat, mais à l'homme. C'est quand même, vous n'avez pas de moment où vous dites, bon, est-ce que ça vaut le coup, ce combat tous ces coups que je me prends en retour, mais objectivement.
la trahison, je pense que le coup de très loin le plus violent, ça a été cette trahison d'intimité. Non pas tant du fait du stigmate social, qui est évidemment extraordinairement violent. Et que cette procédure est toujours en cours, en plus. être traité de violeur, voir sa famille interrogée sur vos pratiques sexuelles. Enfin bon, vous imaginez pas l'horreur. L'horreur absolue. Encore une fois, la seule accusation, c'est que je l'aurais chatouillé et embrassé l'oreille. Enfin, vraiment, c'est des choses qui sont... On est en plein délire. Mais au-delà... Donc, l'horreur de l'atteinte à l'intime et au sentiment d'injustice qui fait que lorsque vous endormez, lorsque vous prenez une femme dans vos bras, vous avez quelque chose... Vous imaginez ce que ça fait à cet âge, en plus de la crainte, de l'inquiétude, et ces marques qui restent à vie. Ça, c'est évidemment des choses que si on avait pu les éviter, j'aurais préféré. Mais qu'est-ce que c'est en comparaison au fait de me dire que j'aurais pu rester aveugle à l'existence de ces systèmes de domination. J'aurais pu ne pas avoir conscience que cela pouvait se passer comme ça et de ne pas comprendre, en fait, comment peuvent, de façon très fine, être instrumentalisées les institutions judiciaires. Je vous renvoie à ce livre, Ministère de l'injustice, qui, sur cette affaire, par exemple, indique que l'Élysée a été informé, la conseillère de justice, Madame Davot, qui depuis a été promue à la cour d'appel de Bastia, alors qu'elle n'avait pas du tout l'expérience en tant que magistrate pour l'être, a été informée en amont de la mise en examen. Alors qu'une mise en examen ne se décide qu'après avoir entendu la personne. Avoir entendu ce qu'elle se disait. Et l'Élysée est informé directement et répercute donc, voilà, immédiatement. Que ces affaires sont je pense suivies pas, au plus haut lieu. C'est des journalistes qui me faites peur. Mais c'est des journalistes qui me détestent, qui ont tout fait pour me détruire, qui ont été payés pour qui sont ces journalistes? Ces 3 journalistes, Marc Le Plongeon, qui sont reconnus comme les plus puissants journalistes judiciaires du Parisien, du Point, et Pauline Guédin. Je veux dire, c'est pas des alliés, c'est pas des complotistes entre guillemets comme le pouvoir. C'est des gens qui sont proches du pouvoir et qui racontent eux-mêmes, parce que c'était leur source, que la conseillère justice de l'Élysée était informée en direct et en amont de la décision qu'allait prendre la juge d'instruction. Comment est-ce que, face à ça, vous voulez qu'on... Moi, quelque part, le soulagement qui me prend à ce moment-là, c'est celui de me dire, eh bien, c'est dit. Eh bien, en fait, j'ai la chance, moi, contrairement à beaucoup d'autres, de savoir. Parce que par un hasard, parce qu'ils ont voulu se faire valoir dans leurs livres et compagnie, ils ont mal calculé leur coût, ils ont révélé ce truc qui, en fait, évidemment, est catastrophique à terme et qui va se retourner contre eux. De la même façon que mon plus grand soulagement lorsque j'ai travaillé avec Wikileaks et Julian Assange pendant les années, c'est le moment où un lanceur d'alerte est venu voir les rédactions d'El País, du Guardian et compagnie, avec des vidéos, des sacs de vidéos entières, on nous avait filmé notamment avec Julian lors de nos entretiens. Et en fait, il nous a révélé que c'était une entreprise espagnole qui travaillait avec la CIA, qui avait reçu une commande pour justement mettre en place un dispositif d'espionnage autour de l'ambassade. Et à partir de là, le fil a remonté, et ces grands journaux, qui sont des journaux d'État, des journaux de pouvoir, qui ne sont pas, encore une fois, des gens qui fantasment, etc. Et ensuite, un grand article de Yahoo News a démontré qu'à partir de 2017, une équipe spéciale de la CIA avait été mise en place pour nous traquer et pour nous détruire, parce que Mike Pompeo avait décidé que nous étions une menace équivalente à celle d'Al-Qaïda. Et vous voyez, on avait ressenti à l'époque tout ça, cette période de 2017. Moi, j'ai ressenti de la bascule dans ma vie. De mille façons. Vous commencez à voir des choses qui ne devraient pas arriver dans votre vie. Vous voyez des menaces, des pressions, des désagrégations dans votre espace social intime, encore une fois, parce que c'est ce qu'ils appellent les opérations d'entrave, ce que Snowden a décrit dans son livre sur son expérience à la CIA. C'est un moment où vous créez une petite déstabilisation qui n'est pas attribuable. Et vous laissez la personne couler, se vulnérabiliser, donc à partir de là, en fait, la rendre manipulable ou insignifiante politiquement. Et donc, avoir découvert, avoir eu la preuve qu'en fait, ce qui était tellement aberrant à l'époque, qu'on se disait que ça ne pouvait pas être un hasard, mais sur lequel on n'arrivait pas à mettre les mots, qu'en fait, c'était bien dans le cadre d'une opération de déstabilisation nucléaire, je peux vous dire que vous respirez sereinement d'un coup à nous. C'est-à-dire que quand vous avez la preuve enfin et qu'elle vient justement de ce pouvoir, qu'elle est reconnue par Mike Pompeo et ses conseillers qui en effet ont confirmé à Yahoo News qu'en effet il y avait bien eu cette équipe qui a été mise en œuvre et compagnie, tout d'un coup vous êtes soulagé, de la même façon que j'ai été soulagé d'avoir quelque chose de tangible qui permettait d'expliquer en fait quelque chose qui vous avait détruit sans le comprendre. Et de façon générale, je pense vraiment, on parle beaucoup de complotisme. On l'utilise en fait comme un instrument. Ah bah ça c'est le terme. Cette semaine, il y a eu un débat entre Olivier Véran et André Berkoff, voilà, qui a essayé de remettre en cause la politique d'Olivier Véran, en tout cas, et il lui a reproché. Premier mot qui a sorti Olivier Véran, ça a été de traiter André Berkoff de complotiste, et l'affaire est pliée. Voilà. Ce qu'on appelle le complotisme, c'est quoi? Comment vous expliquez que mais justement, j'ai une explication, je pense, mais qui est une explication intellectuelle. Ce que l'on appelle les complotistes, je pense qu'il y a 2 catégories. Il y a ceux qui sentent qu'il y a un loup et qui recherchent la vérité. Vous voyez, qui sentent qu'il y a quelque chose qui dans le discours officiel ne tient pas, mais qui n'ont pas forcément les instruments et les outils
pour d'eux-mêmes, ils n'ont pas accès aux documents secrets qui sont produits en conseil de défense, par exemple. Ils n'ont pas les connaissances scientifiques nécessairement, les méthodes pour réussir à trouver des solutions. Et il y a ceux qui les ont et qui recherchent véritablement et qui vont révéler des vérités qui vont déranger le pouvoir, mais qui ne vont pas appartenir à une institution suffisamment respectée pour être immédiatement reconnue. Et il y a enfin ceux qui vont essayer d'instrumentaliser les premiers et qui vont leur proposer des théories qui sont fausses pour essayer d'orienter leur discours. Par exemple, Alain Soral sur sa fixation sur les Juifs. Vous voyez, Alain Soral, il comprend bien qu'il y a un problème dans la fabrique de l'information en France. Vous voyez, il comprend bien, tout le monde le sent, que les médias orientent le discours d'une façon ou d'une autre. Donc Alain Soral arrive avec une rhétorique assez classique qui a été inventée par l'Église catholique au XIXe siècle, notamment pour... En gros, il y avait les Juifs et les francs-maçons qui étaient... Les Juifs, le peuple qui est précédent au christianisme, et les francs-maçons, c'est la société qui va être construite à partir de la lumière pour succéder au christianisme. Donc évidemment, l'Église, entre les deux, essaye de créer une théorie comme quoi ils auraient fait une alliance secrète. Ça, c'est les théories du XIXe siècle qui ont essaimé. Et Alain Soral, qui est un lettré, s'appuie sur ces théories du XIXe siècle pour essayer d'expliquer le monde d'aujourd'hui. Il dit, bah voilà, c'est les Juifs qui font ça, et c'est les francs-maçons, et donc ensemble, ils ont créé... et c'est eux qui manipulent l'information. Alain Soral sait très bien que ça ne se passe pas comme ça, parce qu'il a connu ce système d'intérieur, il était chez Ardisson et compagnie. Il sait très bien que ce n'est pas ces vecteurs-là qui se mettent en place. Et quand j'arrive, moi, avec Crépuscule, et que je donne les clés de compréhension qui sont beaucoup plus subtiles et plus fines, du détournement et de l'instrumentalisation médiatique par des forces économiques qui servent à tout ce système entrelacé. Pardon, je ne peux pas m'empêcher de vous interrompre là parce que vous avez cité Alain Soral, alors ça me renvoie évidemment à une actualité dont on a relativement peu parlé. Mais je finis juste, il devient mon ennemi. Il devient mon ennemi parce qu'en fait, je montre l'imposture d'un discours qui, en fait, avait pour objectif de rendre impuissants les gens, de leur donner des fausses clés de compréhension contre lesquelles on ne pouvait rien faire. Qu'est-ce que vous pouvez faire contre la toute-puissance, franc-maçonnerie, etc. Rien. Enfin, vous voyez, ça vous laisse en spectateur du monde. Et moi, je leur donne des outils concrets qui leur disent... Vous n'avez jamais été franc-maçon, par exemple? Non, on m'a jamais proposé, mais ça, j'ai toujours expliqué. Enfin, c'est intéressant parce que c'est une question à laquelle je ne m'étais pas du tout intéressé. Et puis, j'ai compris peu à peu que, en fait, la franc-maçonnerie, c'était d'abord des réseaux puissants en province et pour les personnes qui, notamment, n'ont pas fait de grandes écoles. Dans la justice, on en parle beaucoup. Hein. Carl Zero, oui, dans le cas, ici, bien sûr, des laissant entendre qu'ils avaient une grande influence. Vous y croyez encore à cette influence de la franc-maçonnerie sur la justice? Elle est en partie fantasmatique et en partie réelle, selon en fait les espaces auxquels vous appartenez. C'est-à-dire que quand vous venez d'une grande école, quand vous remarquez qui est franc-maçon dans l'espace politique français et qu'il soit connu, révélé comme tel, c'est des gens comme Manuel Valls, comme Jean-Luc Mélenchon, comme Benalla, c'est-à-dire des personnes qui n'ont pas fait de grandes écoles. Et donc qui en fait ont un besoin d'un réseau de solidarité qui ne soit pas celui que l'on a naturellement lorsque l'on a fait Polytechnique, Sciences Po et compagnie, etc. Et donc c'est des voies d'ascension, Didier Lallemand, c'est des voies d'ascension qui permettent de structurer les réseaux. Par exemple, moi j'ai une affaire sur laquelle j'ai travaillé, Tayeb Ben Abderrahmane, un citoyen français que je ne représente plus, mais que j'ai représenté un temps, qui est un citoyen français qui a été arrêté et torturé au Qatar, parce qu'il détenait des informations sur la Coupe du Monde 2022. Et en fait, on voit, et ça c'est pas moi qui le dis, c'est la DGSI qui, au dossier de l'enquête, dit, bah voilà, en fait, il s'appuyait notamment sur des réseaux de policiers qui étaient structurés autour de loges, qui permettaient de faire du trafic d'informations. Vous voyez, donc il ne faut pas être dans un truc fantasmatique, c'est-à-dire une grande organisation hyper structurée, etc. C'est des gens qui, en fait, à un moment donné, pour servir leur carrière, pour servir leurs intérêts, vont utiliser ces rampes de lancement pour faire des petits arrangements qui vont avoir des effets plus ou moins catastrophiques sur les citoyens. Et moi, du coup, en tant parce que je me suis longtemps demandé pourquoi, non seulement je n'avais jamais été sollicité, enfin, vous voyez, d'une façon directe ou indirecte, que je sache, en tout cas, que j'ai compris, mais surtout pourquoi je n'avais jamais été vraiment confronté directement à des pratiques de cet ordre-là. C'est parce que j'appartenais à des classes qui sont considérées comme supérieures, comme des castes supérieures au sein de la société, en fait, et que ça sert de point d'appui, en fait, ces réseaux-là. Voilà. Donc, mais faisons attention à ne pas nous cornériser. Oui, non, pardon, juste, vous parliez d'Alain Soral qui dénonçait beaucoup de lobbies. Oui, mais il ne faut pas se laisser cornériser par lobbies en France. Attention, il ne faut pas se laisser cornériser par des discours simplifiants. Il y a des réseaux d'influence, il y en a de mille manières. Il y a des clubs de toutes sortes. C'est important d'informer. C'est important de ne pas rentrer dans une systématisation non plus. Enfin, il faut avoir une compréhension qui, en fait, permette de comprendre les entrelacements de ces réseaux et comment justement ils produisent des effets. Moi, c'est ce que j'ai essayé de faire avec Crépuscule, où
En fait, je vais de tout là-haut, c'est-à-dire les gens les plus puissants du monde, des gens comme Bernard Arnault, comme Xavier Niel, Bernard Arnault, c'est quasiment 200 milliards d'euros de fortune. Enfin, c'est le PIB c'est l'homme le plus riche au monde. d'un petit. Voilà. Il faut s'en réjouir plutôt, ça ou... Attendez, j'arrive. Donc, j'allais de là-haut, parce que j'ai connu ces gens-là, j'ai été chez eux et compagnie, et je descendais. Vous avez été reçu par Bernard Arnault? Mais bien sûr. Et sa famille. Et je descendais jusqu'au... et ses hôtels particuliers. Et je descendais jusqu'au niveau le plus crasse, entre guillemets, des paparazzi, des policiers véreux et compagnie. Et j'essayais de démontrer comment, en fait, c'est des systèmes qui croisent des réseaux influenceurs. Voilà. Vous parliez de quoi avec Bernard Arnault? Les policiers... ça titille ma curiosité. C'était des événements mondains. C'était des événements mondains. Donc c'était pas seul en tête-à-tête avec lui? J'ai jamais eu de tête-à-tête avec Bernard. J'en ai eu avec Xavier Niel, j'en ai eu avec un certain nombre d'autres personnes, de proches des uns et des autres. J'ai connu leurs intimités. Et je vous disais donc, que du coup, l'explication systémique, elle doit être mise en œuvre à partir justement d'un croisement des sources. C'est très rare d'avoir accès à la fois aux mondes interlopes de la République corrompue, des policiers véreux et compagnie, et à ceux du politique, à ceux du journalisme. En général, chacun dans sa bulle se protège justement. Moi, comme j'étais un peu jeune et j'allais un peu partout, un peu en sautillant, ça m'a permis de croiser toutes ces informations. Et j'ai compris que du coup, il y avait une complexité qu'il fallait restituer. Vous voyez, c'est pas un truc monolithique, un système monolithique, ça s'échange souvent, les influences se croisent. Et donc, il faut continuer en permanence à analyser. Il y a des journalistes extraordinaires qui font ça, il y en a très peu. Il y a des journalistes qui trouvent grâce à vos yeux, Juan Branco, parce qu'on a l'impression que vous dénoncez vraiment tout le monde. Non, mais il y a des gens courageux. Alors, il y a des gens... par exemple? C'est quoi, à part les gens que vous défendez, mais non, mais j'ai pas envie de les nommer parce que j'ai peur que ça se retourne contre eux. Vous allez les mettre dans la barre. Voilà, c'est ça. Mais il y en a, et alors il y a des semi-courageux, donc ceux qui essaient de pousser jusqu'à une limite qu'ils savent ne pas devoir franchir, parce qu'ils sont dans un système, parce qu'ils sont victimes de ce système. Vous avez des soutiens, on va dire, discrets, et puis qui publiquement ne disent pas? Moi, j'essaie le plus transparent possible. C'est-à-dire vraiment, c'est pour ça que je réponds à toutes les questions sur la franc-maçonnerie et compagnie, parce que sinon, ça n'aurait aucun sens ce que je fais. Parce que sinon, ce que je ferais consisterait justement à continuer à alimenter le système. C'est-à-dire dénoncer une partie de celui-ci pour en protéger une autre. C'est ce que font toutes les machines. Il y a des systèmes, en fait, il y a des entreprises qui sont construites pour faire ça, qui alimentent les rédactions de Mediapart, du Point et compagnie, comme ça, qui parfois écrivent des articles à l'avance. Moi, j'ai des dossiers d'instruction où on a, dans le Point, dans le Figaro, des intermédiaires qui fournissent clé en main des articles qui sont publiés tels quels, après avoir avec des gens qui ont des rendez-vous. Et j'ai des preuves de tout ça, vous voyez, donc ils ne peuvent pas m'attaquer parce qu'ils savent très bien que j'ai eu accès à ces informations et des directeurs de la rédaction qui déjeunent avec ces intermédiaires pour justement trafiquer ces informations, pour avoir un échange. Ça vous a choqué le déjeuner à l'Élysée, par exemple, des journalistes? Mais vous ne vous rendez pas compte à quel point c'est rien par rapport à la réalité de... Aujourd'hui, fondamentalement, le journaliste est un trafiquant d'informations. C'est quelqu'un, en fait, qui va protéger une source pour détruire une personne, puis après inverser ce rapport, et qui va s'inscrire dans des réseaux d'alliances pour essayer de nourrir ou de se nourrir d'un pouvoir. Aujourd'hui, en France, le journalisme, ce n'est que ça dans une immense majorité. Lorsque vous apprenez, par exemple, via Rien de Chemin dans Le Monde, que la visite de Madame Zelensky à l'Élysée était organisée par Havas et qu'il y avait tel et tel soutien qui essayait d'influencer la politique étrangère de la France et ainsi de suite, des forces privées. Hein. En fait, on comprend, si vous savez lire entre les lignes, vous comprenez que cette information ne sort dans le monde que parce qu'il y a quelqu'un au sein de l'Élysée qui essaie de savonner la planche du nouveau conseiller en communication d'Emmanuel Macron, M. Michel, pour essayer de protéger Donc vous voyez, c'est un jeu de pouvoir. Donc vous allez avoir une partie de la vérité, mais vous n'allez pas connaître le réseau. Ah, c'est lui qui travaille avec Rupert Murdoch, non? Voilà, exactement. Donc on va vous donner un petit morceau qui va vous exciter, qui va dire « Oh, c'est un scandale, etc. » Mais derrière, c'est pour ça, encore une fois, le discours de la dénonciation, il est efficace, mais il n'est pas intelligent. C'est-à-dire qu'en fait, il faut reconstruire une approche systémique, politique. C'est-à-dire comment est-ce qu'on change systémiquement les choses. C'est pas en disant un tel. Il y en a qu'il faut évidemment envoyer en prison. Moi, j'avais proposé dans un bac ennemi de créer un tribunal révolutionnaire. Il y en a en l'occurrence un qui est en prison. Pardon de vous interrompre, mais là, je fais une digression. Mais il y en a un qui a voulu bousculer. Oui, je vois que vous avez chaud, donc je vous en prie. Il y a quelqu'un que vous défendez depuis peu et les spectateurs de cette émission s'en sont beaucoup émus, qui s'appelle Alexandre Juvin-Brunet. Qu'on a reçu dans cette émission, voilà. D'ailleurs, il y a quelques mois, et à qui je transmets, s'il peut l'entendre, mon amical soutien, parce que je suis intimement convaincu que c'est quelqu'un
de bien. Bon, il a essayé de vouloir peut-être bousculer le système en créant sa monnaie. Alors, j'aimerais savoir ce qui s'est passé. Il est actuellement... Alors d'abord, est-ce que vous nous confirmez qu'il est en prison et Ouais. que vous êtes son avocat? Il est en prison et il m'a désigné. Donc moi, maintenant, je dois avoir accès au dossier de l'instruction, ce qui va arriver rapidement, et ce qui va me permettre d'établir une ligne de défense avec lui, de comprendre comment le défendre et comment... Donc, vous nous confirmez d'abord qu'il est en prison actuellement. Il est en où prison à Draguignan. Il va être entendu dans quelques jours par le juge d'instruction. Donc j'irai l'assister. Je vais consulter à ce moment-là le dossier. Et à partir de là, je vais pouvoir assurer sa défense et organiser avec lui, tout simplement... Donc il est en détention. Alors là, je questionne l'avocat. On ne comprend pas parce que le procès n'a pas encore eu lieu, si tant est qu'il y a en un détention procès. provisoire, bien sûr. Il est en détention provisoire. Ça peut durer combien de temps? Ah, ça peut durer, ça dépend si c'est criminel ou délictuel, mais ça peut durer longtemps. On peut partir sur des années si on le souhaite. Donc la question, évidemment, c'est d'éviter cela. Je ne pense pas que M. Julien Brunet, qui est quand même un ancien de Saint-Cyr, qui a servi la France pendant des années et qui ne m'a pas l'air d'être un escroc, honnêtement, mais quelqu'un qui, au contraire, a essayé de mettre en œuvre un projet politique qui menace les intérêts de la nation, parce que lorsque vous créez une monnaie concurrente à celle qui est aujourd'hui en place, évidemment, vous devenez inquiétant, surtout si vous avez du succès, ce qui est peut-être son plus grand péché, c'est d'avoir réussi, en fait, à obtenir la confiance d'un certain nombre de personnes. Après, encore une fois, je n'ai pas encore eu accès au dossier, donc je préfère prendre le temps d'échanger avec lui pour établir la ligne de défense et comprendre ce qui s'est joué, quel est le soubassement politique, quelle est la traduction juridique de ce fait. Mais c'est là où vous voyez, ma position intermédiaire peut être intéressante, parce que j'ai gagné devant le Conseil constitutionnel. C'est quand même intéressant. Ah oui, alors il fallait revenir à... C'est-à-dire que c'est pas seulement, on a réussi à passer tous les filtres pour se retrouver devant eux, mais bon... Mais quand vous dites que vous avez gagné, attendez... On a fait annuler l'élection en question, législative. Alors, pas sur le fondement de l'abstention. Pourquoi? Parce que s'il nous donnait raison, derrière, tout tombait, comme un jeu de domino. Vous voyez, c'était un effondrement complet. Donc, ils ont pris un argument secondaire qu'on avait donné, mais c'est un signal envoyé de façon tacite en disant faites attention parce qu'on est capable peut-être au pouvoir. À l'étape d'après... attendez, quand vous nous dites vous avez gagné, dites-nous clairement, précisément... On a fait annuler la requête que nous avons déposée pour faire annuler une élection législative, une des élections de la circonscription, en l'occurrence des Français de l'étranger en Amérique latine, a été annulée grâce à notre requête. On a notre nom au journal officiel sur ce fait, donc elle va devoir être organisée. Donc on obtient des victoires. Donc ils peuvent pas nous délégitimer sur le parcours. Ils ne peuvent pas nous délégitimer sur notre efficacité. Non, mais donc le droit, il y a peu d'avocats finalement, mais non, au bout du compte. Mais vous voyez bien, comme j'adore votre naïveté, elle me fascine. Au contraire, on nous donne victoire pour contourner l'argument que l'on... S'ils nous rejetaient, ils étaient obligés de répondre à nos arguments sur l'abstention. Vous comprenez? Donc ils étaient obligés de justifier pourquoi une élection où il y a 85% d'abstention restait légitime, malgré le fait qu'ils avaient eux-mêmes dit quelques années auparavant que l'abstention était un motif d'annulation de l'élection. S'ils nous donnent raison, comme ils l'ont fait sur un motif secondaire, ils peuvent faire comme ils l'ont fait, c'est-à-dire ne pas répondre aux autres motifs. Donc, même si 90% de notre requête portait sur la question de l'abstention, ils ont pris le paragraphe 45, et c'est pour ça qu'on a mis la requête en ligne, pour que chacun puisse en inspirer et éventuellement faire des recours à leur tour. Où est-ce qu'on peut la consulter? Donc c'est une victoire sur mon Twitter. Donc c'est une victoire à la Pyrrhus, mais c'est une victoire quand même parce qu'en fait l'argument de droit, pour le coup, était trop important votre Twitter au passage, parce que 6 mois de censure bloqué quand même. Pendant les élections comme Non, mais c'était pas suite à un tweet sur Lagardère, non? Oui, ce qui vous dit, vous voyez, quand c'est pas moi qui affirme que je suis en lutte et compagnie nanas. Quand on reçoit un mail de Lagardère, de la présidente de Lagardère Média, quand même, donc la présidente du plus gros groupe de médias en France, qui par erreur vous laisse en copie d'un message qu'elle envoie à ses collaborateurs en disant de moi, c'est un dangereux, préparez-moi une réponse, etc. Vous voyez, et que vous publiez sur Twitter, et que là vous parlez de Constance Banquet, c'est ça. Et dans les 3 heures, Lagardère sollicite tout de suite, évidemment, la direction de Twitter pour faire suspendre mon compte, au motif que j'aurais publié une correspondance privée, alors qu'elle m'a été adressée, et que du coup, en droit, ça ne tient pas du tout. Sauf qu'évidemment, il n'y a pas de contrôle juridictionnel sur ces plateformes, parce qu'il y a une forme d'extraterritorialité extraordinaire pour les plateformes. Et puis c'était la direction Twitter de l'époque. Voilà. Contextualise. Qui s'est fait depuis sortir par Elon Musk. Et donc, ils me suspendent, ils me verrouillent l'accès au compte, pardon, ils me disent, vous pouvez faire appel, je fais appel, ils n'y répondent pas. Et ils disent, par contre, vous pouvez supprimer le tweet. Et là, on vous redonnera donc un chantage extraordinaire en disant auto-censurez-vous et on vous laissera. Donc vous n'avez pas supprimé. Donc j'ai pas supprimé le tweet, ça a pris 6 mois et à un moment donné, j'ai fini par
par le faire et le reposter, parce qu'on s'est dit... et on se retrouve dans la situation présente. Et c'était un moment quand même cardinal. On est sur les élections qui s'approchent. C'est pour ça, il y a des calendriers. Enfin, vous voyez, il y a des forces. C'est aussi pour vous dire, quand on est dans une situation quand même où on décide, vous m'aviez posé la question du dernier entretien qu'on avait fait, pas sur cette chaîne, mais sur l'émission que vous animez sur notre chaîne, Bistro Liberté. Vous m'avez dit, mais où est-ce que vous habitez? Je vous ai dit, au centre de Paris. Et je fais ce choix d'habiter dans un petit rez-de-chaussée auquel je m'accroche. Dans un joli quartier. Dans le plus beau quartier du monde, peut-être. On va pas le redire à chaque fois, je vais finir par avoir... parce que c'est quand même pas un grand quartier en plus. Donc, mais où les gens, d'ailleurs, m'ont identifié, enfin, ils m'ont connu. Quartier touristique. Qui est devenu atroce, complètement pillé, justement, par ces masses touristiques. Et on se retrouve dans une situation... où il y a beaucoup de bobos. Hein? Non, il y a surtout... C'est pas du bobo, c'est bien plus que ça. Là, on est vraiment au cœur du pouvoir. Mais le fait de tenir dans ce cœur, à la fois physiquement, mais aussi parce que vous devez y croiser tous ceux que vous construisez. Et c'est ça qui est magnifique. Et dans cet engagement institutionnel sur lequel ils ont du mal à avoir pris, c'est-à-dire qu'ils multiplient les procédures. Là, le Conseil de l'Ordre a essayé de me faire une procédure parce que j'ai lancé une cagnotte pour financer les actions pro bono qu'on fait pour les Gilets jaunes, pour les militants politiques, les convois liberté, etc. On récupérait 3 fois rien. Et alors que les 3 quarts du barreau de Paris vivent du liquide que leur versent les trafiquants de stupes en tout type, parce que c'est aujourd'hui les viols et le trafic de stupes, c'est en gros les 2 sources de revenus principales des avocats parisiens. Moi, ils m'ont attaqué moi parce que en fait, j'essayais de faire financer des actions pro bono pour des Gilets jaunes. Enfin, on est sur le parler des citoyens. Vous parliez du lieu, il y avait quelque chose de schizophrénique à habiter dans un lieu qui est à l'opposé. Enfin, comment est-ce qu'on verrait plutôt habiter dans un quartier très populaire? Comment est-ce qu'on défend les gens les plus fragiles de la société si on se marginalise soi-même? C'est pour ça que je vous invite. On avait déjà eu ces discussions. On avait eu ces discussions au sujet de la vaccination. C'est-à-dire que dans cette émission, le générique m'a présenté comme avocat des anti-vax. C'est très important, ça, dans le discours. Ne vous auto-marginalisez pas. Il est très important de défier le pouvoir en restant au plus proche de lui. D'une part, parce qu'on le comprend mieux. Ça nous permet d'être plus précis dans la critique, plus acerbe aussi, plus menaçant, parce qu'il se sent trembler si la critique touche juste. Si on est sur quelque chose de trop général ou de flottant... En gros, infiltrer le système pour mieux le combattre de l'intérieur, c'est ça? Infiltrer, ou en tout cas le côtoyer plutôt. Rester au plus proche, vous voyez, ne pas le laisser vous écarter, vous éloigner, de façon à ce qu'après il puisse vous traiter de complotiste, conspirationniste, etc. Et moi, j'essaie d'utiliser tous les instruments, c'est pour ça que j'essaie d'utiliser tous les instruments que m'a donné le pouvoir pour le déconstruire. Vous voyez, c'est cette dialectique qui m'intéresse. Cette dialectique qui me semble beaucoup plus précieuse qu'une sorte de critique un peu distante qui en fait finirait par perdre de son sens. Et donc c'est pour ça aussi quand vous me parliez de la franc-maçonnerie et ainsi de suite, faisons attention à ne pas alimenter des discours déjà tendus, qui sont d'ailleurs alimentés par des grands médias comme Challenge et compagnie qui le font régulièrement. Essayons de rentrer dans une compréhension fine et distribuée du pouvoir. Vous voyez, il y a des forces différentes qui influencent, essayons de comprendre lesquelles, comment, etc., plutôt que de tout centrer sur une seule qui crée du fantasme, parce qu'en l'occurrence, ils ont des pratiques ésotériques et ainsi de suite, et dont la puissance réelle dépend, encore une fois, des contextes et des situations, peut être plus ou moins important. Donc voilà, parce que sinon, en fait, c'est trop facile pour reprendre votre exemple, pour Olivier Véran, d'aller venir voir André Berkoff et dire, voilà. Pourquoi? Parce que c'est facile, il s'appuie sur un instant de fragilité suffit à vous délégitimer. Une erreur, une comparaison un peu outrancière, et vous êtes fini. Et donc, du coup, il faut avoir cette précaution, ce sens du détail, de l'exigence qui requiert des efforts, qui est moins satisfaisante, parce que du coup, vous allez peut-être faire moins de vues, vous allez peut-être faire moins de retweets et compagnie, mais qui va vous permettre, à force de pertinence, à un moment de gagner la confiance des gens et de leur permettre de se dire... de citer Wikipédia, un tweet qui avait... je ne sais pas combien de mois, ça dit quoi quand même de l'argumentation de ces gens-là qui sont complètement à poil, quoi. Oui, mais ça dit aussi des gens qui ont parfaitement compris les mécanismes de légitimation et délégitimation face à des spectateurs qui n'ont pas le temps d'aller vérifier de même l'information, qui n'ont pas le temps d'aller s'assurer. Et donc en fait, il suffit de prétendre soit une source d'autorité qui est reconnue, qui est perçue comme telle. On appelle l'inversion accusatoire aussi. Oui, c'est une façon, vous voyez, et puis vous sortez le pont grossier de la personne en question, et c'est très difficile d'aller contre. Ah oui, vous n'avez pas de solution finale,
oui, c'est vrai que c'était pas très fin, et d'essayer de rentrer dans un truc, vous êtes déjà en train de vous justifier. En quoi M. Berkoff a justifié? Il n'a pas été ministre de la Santé pendant le Covid. Enfin, je veux dire, lui a dit. Il lui a dit, mais pourquoi vous fuyez? Parce qu'au final, il n'a jamais répondu à la question. Ouais. Et ça portait notamment sur la question, pardon de vous interrompre, il avait juste auparavant souligné cette obligation qu'avaient réussi à placer les laboratoires pharmaceutiques au moment où ils avaient donc livré tous les vaccins à tous les pays du monde. C'est que c'était conditionné, puisqu'il n'y avait pas le délai d'expérimentation suffisant. Eh bien, ils avaient réussi à inclure des clauses dans leurs contrats. Alors ça, je ne sais pas si vous avez eu accès à ces contrats, mais en tout cas, comme quoi ils n'étaient pas responsables en cas d'effet secondaire majeur. Moi, j'ai révélé un contrat. Et voyez, pourquoi est-ce que c'est important de ne pas s'auto-marginaliser? Donc moi, j'ai eu accès au contrat entre Pfizer et le Brésil. Une source me les a donnés. Et ça a été, je pense, les premiers contrats entre une industrie pharmaceutique et un État qui ont été publiés intégralement. On l'a publié sur Aurore.org pour la première fois. Et à cause, à l'époque, de l'effet de marginalisation que j'ai subi du fait de ces attaques répétées, la presse française s'est sentie légitime à ne pas répercuter, alors qu'il y avait une information qui était très importante dans ces contrats, c'est qu'il y était démontré que l'Union européenne avait surpayé de 3 fois les vaccins par rapport à un État comme le Brésil, qui est quand même la 8e puissance mondiale en termes économiques, qui donc avait largement de quoi payer au même prix que l'Union européenne. Donc en fait, quasiment une forme d'escroquerie de la part de Pfizer, dont on commence à découvrir par ailleurs les tenants et aboutissants. Et donc, parce que j'ai eu une activité internationale, j'ai travaillé à Compagnie internationale et dans des institutions, ainsi de suite, j'ai réussi à faire sortir l'information dans le Guardian, qui est une source institutionnelle très légitime. Donc, j'ai contourné cet effet de censure. Mais si ça n'avait pas été le cas, cette information, qui déjà était largement moindrie, c'est-à-dire ça aurait dû être un énorme débat à l'échelle européenne, c'est-à-dire pourquoi est-ce qu'on a surpayé, en quoi c'est légitime et compagnie, cette information serait restée dans un secteur de la population qui n'a pas prise sur le pouvoir aujourd'hui, parce qu'elle est très éloignée du circuit, et donc sans pouvoir produire d'effets politiques. Et donc c'est très important de garder, encore une fois, cette dialectique, de lutter vraiment pied à pied contre ces institutions, contre ces tentatives de légitimation, d'avoir accès à des informations comme ce que je vous disais sur la fuite à l'Élysée de ma mise en examen, qui viennent de sources considérées comme légitimes par le pouvoir actuel, de façon c'est des prises de judo, en fait, vous voyez, à les utiliser contre eux. Et ils peuvent rien faire, parce que si, du coup, ils décrédibilisent cette source, ils se décrédibilisent eux-mêmes. De la même façon que s'ils attaquent Normalien, Sciences Po et compagnie, ils attaquent les soubassements de leur légitimité. Et donc vous voyez, c'est en fait, ma stratégie politique repose, de discours et de lutte, repose sur cette équipe qui est très difficile à tenir, parce qu'encore une fois, vous avez des offensives qui sont d'une monstruosité. Et vous n'êtes plus invité dans les médias, c'est ça, ou presque? Ça dépend. C'est-à-dire que ça avait marché pendant quelques mois, et puis, bam, la Liga, qui est quand même le plus grand championnat de foot et d'organisateurs de compétitions sportives au monde, peut-être, hein, un acteur extraordinairement puissant, me prend comme son avocat pour l'affaire Mbappé, pour un certain nombre de choses. Et donc là, du coup, l'AFP, ils sont obligés de faire une dépêche. Et RMC est obligé de me réinviter. Vous voyez, c'est un rapport de force. On n'est pas sur... c'est pour ça qu'il n'y a pas ce rapport à la victimité. Vous ne prenez pas que des causes médiatiques, parce que finalement... Mais pas du tout. Attendez, on passe nos journées à se trimballer avec des affaires qui sont très lourdes à gérer et qui prennent beaucoup de temps. Par contre, c'est vrai qu'on choisit souvent des combats qui sont symboliques d'une façon ou d'une autre et qu'on contribue à rendre, sinon médiatiques, du moins socialement importants. Par exemple, les grands frères en Guadeloupe, du nom de ces personnes qui ont en fait ont participé aux révoltes de fin 2021 en Guadeloupe sur la situation sanitaire et qui, du fait d'un accord entre l'État et les syndicats qui avaient organisé ces révoltes, ont été envoyés aux 4 coins de l'Hexagone pour payer au nom des véritables organisateurs de ces révoltes. On les accuse d'avoir planifié les révoltes. C'est pas du tout le cas, c'est des boucs émissaires. Ces personnes-là, on les avait complètement oubliées. Eh bien, en intervenant en Guadeloupe, en dénonçant cette situation, je contribue à en faire un sujet de société, un sujet médiatique. Est-ce qu'on a le droit de se révolter en démocratie, Juan Branco? La preuve que non. On se fait écraser, mais avec moi j'ai des affaires qui sont comme celle ce manifestant de Vichy, beau symbole, qui s'était retrouvé en détention provisoire pour avoir violé son contrôle judiciaire qui lui avait été imposé, qui consistait à ne pas se rendre dans le département de l'Allier, c'est-à-dire dans le département où il vivait. Et pourquoi est-ce qu'on lui avait interdit? Parce qu'on l'accusait d'avoir été organisateur d'une manifestation interdite. Oui, pourquoi on l'interdisait d'être organisateur d'une manifestation interdite? Parce que des RG étaient venus le voir
au bout de la deuxième manifestation, en disant « Écoutez, on a vu que vous aviez l'air plutôt jeune, intelligent, etc. Ça serait bien si vous pouviez nous signer ce papier pour qu'on puisse organiser un peu les choses et compagnie. » Et la troisième, ils l'ont arrêté. Pourquoi est-ce qu'ils l'ont arrêté? Parce qu'ils voulaient faire plaisir à Paris, qui disait « Vous nous tuez ce mouvement, vous nous arrêtez des gens. » Et du coup, évidemment, ça crée un sentiment d'arbitraire chez tous les autres qui permettait en la effet question sous-jacente que je vous posais, c'est la contestation. Est-ce qu'elle ne doit pas d'abord avoir lieu dans les urnes et uniquement dans les urnes, Juan Branco? Moi, je sais que vous ne le pensez pas, donc je trouve ça sympathique que vous me le posiez comme ça, parce que donc je vais pas être désagréable avec vous, parce que contrairement à d'autres qui pensent encore sincèrement, surtout j'ai eu droit à ça sur le plateau de TPMP récemment, je sais que vous n'êtes pas naïf par rapport à ça. Le politique est une affaire de rapport de force, une affaire de lutte. Les urnes, c'est sympathique quand on a un système suffisamment équilibré, avec une cohésion sociale suffisamment importante pour permettre une écoute de la part de ceux qui sont au pouvoir à l'égard des populations. On en est très très loin et il y a très clairement en fait une rupture institutionnelle à mettre en œuvre, qui est encore une fois le fruit de mon livre à paraître et qui reprend le politique pour ce qu'il est, c'est-à-dire un pur rapport de force qui aujourd'hui doit être mis en œuvre. Voilà, ça je pense que je suis fondamentalement convaincu de ce fait. Et donc juste pour finir sur les grands frères, parce que ça me semble important, c'est comme des gens qu'on a déportés à 7000 km de chez eux, qu'on a envoyés dans 4 prisons pour en faire des boucs émissaires et des exemples. On paye très cher la médiatisation. Là, je suis attaqué sur la Guadeloupe par les pouvoirs institués qui disent que je suis ci, que je suis ça, etc. parce que j'ai eu le courage de porter une parole dans l'espace public de défense. Donc, la notoriété, pour ceux qui n'y ont pas accès et qui la désirent, c'est une excitation. Mais ils ne se rendent pas compte du niveau de responsabilité et d'engagement que ça requiert et de la lourdeur, parce qu'elle n'est pas simple but de flatterie. Je vous donne un exemple là, en venant, en fait, vous n'êtes pas loin le lieu où on tourne n'est pas loin d'une boutique Louis Vuitton. Et j'ai vu... Bah oui, Bernard Arnault vous poursuit partout. Les gens faire la queue pour avoir le privilège de dépenser des milliers d'euros pour s'acheter un sac Louis Vuitton. Donc déjà, en temps de crise, c'est incroyable. Et les profits... En temps de crise, et même juste... Ces boîtes n'ont jamais été aussi fortes. Moi, ça me surprend. Elles ont une puissance qui va vous amener... alors que vous êtes prêt à... Et encore, ils ont le droit d'en acheter qu'un seul. Voilà, à sacrifier 2 SMIC, 3 SMIC, 4 SMIC pour un objet qui en coûte 10 fois moins à produire. Et on vous fait attendre dans la rue, comme si vous étiez à la queue d'un McDo. D'un McDo, ou même, même le McDo s'assure qu'il n'y ait pas la queue. Donc ça, c'est la première chose qui me semble assez frappante. Et la deuxième... en face de... La deuxième, c'est... Non, mais ça dit quoi, ça, sur un plan philosophique, en ces périodes de crise, le luxe ne s'est jamais aussi bien porté. Ben voilà, et ça, j'en reviens à la deuxième observation que j'en ai tirée, c'est les personnes qui faisaient la queue. En fait, vous aviez... Vous avez un peu regardé, ouais. Oui, un tiers de touristes japonais, voilà, chinois, japonais, plutôt, je pense, chinois aujourd'hui, parce qu'on essaie de se distinguer socialement, justement, dans des ascensions, et clairement des gens qui viennent de banlieue. C'est-à-dire, en fait, a priori, des gens qui n'ont pas tant d'argent que ça, vous voyez, et qui, en fait, vont chercher la reconnaissance sociale à travers... Et après, troisième observation, qu'est-ce qu'il y avait en face de cette boutique? Une affiche de Léa Seydoux pour les pubs Louis Vuitton qu'on a vues parce qu'elles sont dans le monde entier. Léa Seydoux, qui est comédienne. Qui est une grande comédienne. Enfin, grande comédienne, ça peut être débattable. Mais qui, en tout cas, dont l'image tapisse le pays entier, partout, chaque coin de rue, une campagne de communication extraordinaire. Et donc évidemment, Léa Seydoux regarde les gens qui font la queue, et les gens qui font la queue regardent Léa Seydoux en se disant « je vais prendre un morceau de cette Léa Seydoux et je vais devenir moi-même un peu celle-ci et je vais créer du désir de la même façon qu'elle crée du désir à mon égard ». Et donc là, il y a aussi... Je suis surpris que vous n'ayez pas souligné que son grand-père était le patron. Oui, c'est-à-dire des gens qui n'ont pas besoin de gagner les millions qu'ils gagnent en participant à ce que je considère être une forme de prostitution. C'est-à-dire une forme de prostitution qui va amener des millions de personnes à se sacrifier, à faire des efforts extraordinaires dans l'espoir intangible et peut-être inconscient de le ressembler ou d'avoir accès à cette aura que la nature vous a donnée. Et je trouve ça très laid et sale et en même temps, du coup, une sorte de démonstration du fonctionnement vaniteux auquel on est tous susceptibles, à un moment ou à un autre, de concéder. Et c'est une leçon qui me semble importante aussi pour nos spectateurs. C'est-à-dire, de la même façon qu'on peut vous faire haïr quelqu'un avec une facilité déconcertante. Et en général, on va tout faire pour vous amener à détester ceux qui vont être les plus proches de vous. On peut
tomber dans l'excès inverse qui est celui de la fascination. Il y a des gens que vous haïssiez Non, alors ça, c'est aussi, on a essayé d'en faire de moi quelqu'un qui était jaloux, dans la rancœur, dans l'échec. Avec Gabriel Attal, c'était pas le grand amour quand même. Hein. Ah, mais indifférent complet. Moi, ce que j'adore, c'est qu'on essayait de faire de moi un échoué. Vous imaginez, même avec moi, je le savais d'avance. Et c'est d'ailleurs, je me suis constitué politiquement dans le but de contourner cet obstacle. C'est pour ça que j'ai fait ces efforts relatifs pour passer ce temps dans ces institutions extrêmement prestigieuses, que je rappelle à chaque fois. C'est pour vous rappeler que même face à des personnes qui ont eu cette force et qui sont en fait inattaquables sur ce point, qui continuent encore aujourd'hui, malgré ma position, à obtenir des victoires devant les plus hautes juridictions nationales, on tente de me faire porter le discours de la frustration, de l'échec. Donc, on essaye, on ne conçoit pas que la critique puisse être politique, on ne conçoit pas que la critique puisse être sincère et qu'elle soit liée à un dégoût par rapport à ces formes de vie, par rapport à ce rapport à l'autre qui sont proprement inhumains ou à la marge de l'humanité. Et ça aussi, c'est une façon d'encourager les personnes qui nous entendent, qui font face à ces stigmates au quotidien, qui n'ont pas forcément les armes dont j'ai eu la chance de bénéficier. Ne vous laissez pas écraser par ce rapport aux stigmates et à l'humiliation. Vous avez perdu des amis ou pas? Non, parce que j'ai... déjà, est-ce que vous en avez des amis? Oui, et je me suis construit dans un rapport d'intimité très, très structuré, où en fait, je ne dépendais pas de... Enfin, c'est d'ailleurs ce qui, à mon sens, a fait ma force, c'est ce qui a permis d'éviter une déstabilisation trop importante. J'étais pas inscrit dans des réseaux mondains. Donc en fait, les gens qui me connaissent et ceux qui me sont proches et n'ont pas peur de ce qui va être dit, ou évidemment ça les déstabilise, ça leur fait du mal, parce que ça peut aussi les désocialiser, c'est pour ça que je n'en parle pas nécessairement publiquement, mais c'est des personnes à qui j'ai construit une intimité suffisamment importante pour ne pas me sentir menacé par une trahison, et j'ai pas eu le malheur de connaître cette forme de trahison et de laideur. Et ça, c'est une grande force. J'aimerais qu'on aborde pour cette dernière partie de l'émission, je le disais, ce sujet particulièrement sensible donc de cette période du Covid-19, ces 3 années qu'on a donc subies. Quel bilan vous faites donc de cette période ? Donc, je vous disais le dévoilement positif, c'est-à-dire le révolution anthropologique, comme on l'entend souvent. Non, mais le fait d'avoir dénudé le discours des puissants sur le rapport à l'économie, ça c'est un grand acquis dont on ne mesure pas la puissance et qui va amener, à mon avis, à court terme à des chutes en termes de pouvoir extraordinaires. Ça, c'est la première chose. La seconde, la violence dont sont capables les classes dominantes pour essayer de dresser les populations. La position du stigmate, la tentative d'humilier, d'écraser par le symbolique. Ça me semble extraordinairement important. Troisièmement, l'aspect fondamentalement sain de la critique du pouvoir. Si vous remarquez, sur les premiers mois de la crise, le premier confinement, il n'y a pas eu de discours anti-étatique ou contre la... On a accepté, on a dit, on a donné quelque part notre confiance aux personnes qui nous gouvernaient, malgré tout ce qu'on avait subi. On leur a dit, OK, on vous suit. Il n'y a pas eu de discours qu'on appelle aujourd'hui complotiste. Il n'y a pas eu cette vague de remise en question de l'autorité de l'État. Sauf que lorsqu'on a découvert qu'on nous avait menti sur les masques, sur les degrés réels de danger auxquels on était exposé, ainsi de suite, évidemment, nécessairement, on a commencé à chercher des réponses. Et on a cherché des réponses, on n'en a pas forcément encore tout trouvé, notamment sur la nature du virus, le rôle de Wuhan et compagnie, qui reste encore très contesté par les plus grands scientifiques avec des querelles extraordinaires. On n'a pas eu les responsabilités politiques, c'est-à-dire les têtes qui devaient tomber de ceux qui nous ont mis dans cette situation. La décision, ils ont tous été promus. J'aimerais bien vous faire réagir sur la décision de la Cour de cassation qui a annulé la mise en examen d'Agnès Buzyn. Ça vous a choqué, ça? On l'avait annoncé dans cette émission. Vous vous souvenez, moi je renvoie nos spectateurs à cette discussion où j'avais expliqué comment s'était mis en place un mécanisme de construction d'impunité pour Madame Buzyn. Et ce n'est que la confirmation. Quand elle a été mise en examen, quelques personnes étaient venues me voir en me disant « Ah, vous voyez quand même, la justice fonctionne ». Je dis « Oui, attendons voir ». Évidemment qu'il y a un échange, et c'est là où il y a un contrôle fin sur le système judiciaire. Beaucoup de magistrats qui nous entendent n'y sont pas confrontés directement, donc ils vont se dire « Mais c'est un scandale qu'ils disent ça, qu'ils se permettent, etc. » Mais c'est parce que justement, ils sont éloignés de ces dispositifs de pouvoir, parce que probablement, eux, essayent de faire de façon relativement intègre leur travail. Ils ne se rendent pas compte qu'à côté, il y a des camarades qui sont capables de le faire. Ça pourrait être votre prochain combat. Est-ce que vous pensez qu'un jour, des personnes pourraient être condamnées dans cette affaire du Covid-19 les politiques notamment. La source des révolutions est toujours, à mon sens, historiquement double. Les taxes et le système judiciaire. L'effondrement du système judiciaire et la pression
fiscale au sens large, taxative, elle est ce qui enclenche des phénomènes révolutionnaires. C'est ce qui s'est passé d'ailleurs pendant les Gilets jaunes. Et aujourd'hui, à la fois sur les défaillances fondamentales du système judiciaire et sur un taux d'imposition qui reste extraordinairement élevé en moyenne sur les Français, pour des services publics qui ne sont plus existants, on est en fait à la croisée des chemins et à mon avis sur une bascule qui va balayer le système tel qu'il existe aujourd'hui. Vous n'avez pas peur d'une judiciarisation excessive de la vie publique, parce que c'est aussi un sujet qui revient. La justice, quand elle est transformée en instrument de pouvoir, je pense qu'elle révèle une défaillance du dit pouvoir. C'est-à-dire que dans ces circonstances-là, cela montre que les mécanismes d'autorégulation de la conflictualité ne fonctionnent plus. Or, le politique, c'est justement la gestion de la conflictualité. Quand vous êtes en politique, au lieu de vous tirer dessus, au lieu de vous battre en duel, par le mot, par des mécanismes institutionnels, vous réussissez à résoudre des conflits. Donc lorsque vous en arrivez à l'utilisation de la justice pénale, c'est-à-dire de la contrainte, la possibilité d'envoyer quelqu'un en prison, de l'isoler socialement en lui apposant un stigmate, c'est qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne plus, donc c'est un symptôme. C'est un symptôme qui pour moi est plutôt positif, puisque je veux l'effondrement de ce système et la création d'un espace beaucoup plus sain politiquement que celui auquel nous sommes confrontés aujourd'hui. Donc je suis assez satisfait de voir cette chose croître, même si évidemment cette instrumentalisation me coûte aussi, parce qu'on voit justement se multiplier les tentatives à mon égard également. Et sur l'Ukraine, par exemple, la guerre en Ukraine, vous trouveriez normal qu'on organise un référendum pour demander l'opinion des Français, par exemple? Là, mais quelle que soit la forme, questionne le juriste que vous êtes. Une absence de délibération complète sur cette question, c'est un scandale extraordinaire. C'est-à-dire qu'on est prêt à... Demain, peut-être, on deviendra acteur de cette guerre, non pas seulement en Arnaud fournissant des Klarsfeld armes. a pris des positions particulièrement courageuses, à mon sens. Au-delà de la position que vous allez avoir sur c'était sidérant qu'on allait directement, sans doute, vers une troisième guerre mondiale et qu'il fallait tout faire pour... Mais encore une fois, ce qui est sidérant, c'est qu'on ne nous interroge pas. Si le peuple français se voulait guerrier et voulait mener des expéditions en Ukraine, en Russie, ou ailleurs, même en Libye à l'époque, au Sahel, si le peuple français veut devenir la nouvelle Sparte, pourquoi pas? Mais qu'il soit interrogé, que cela vienne d'une décision qui lui appartient, et non pas de cette sorte de choses un peu étranges où on élit quelqu'un sans qu'il y ait vraiment de délibération. Vous vous souvenez qu'Emmanuel Macron, quand même, n'a pas participé au débat de premier tour en 2022. C'est-à-dire qu'il se retrouve ensuite face à Marine Le Pen sur une pure position de pouvoir, c'est-à-dire je suis la République, vous ne l'êtes pas, donc élisez-moi. Donc on n'a pas été consulté sur les orientations à avoir, non seulement économiques, mais justement diplomatiques, politique, et ainsi de suite. Or, ça met en jeu notre survie, pour le coup, en tant que peuple, mais aussi en tant qu'individu, parce que la conscription, si elle doit intervenir, si on rentre dans un conflit assez large, touchera tous les hommes jusqu'à 45 ans, transformera la société de façon massive, et ainsi de suite. Et donc, dans ces circonstances-là, on en revient à cette question que vous posiez. Est-ce que la démocratie existe? Est-ce que le pouvoir appartient au peuple? Enfin, la réponse est rendue évidente par vous voulez faire tomber ce pouvoir. Il y a notamment ce débat à l'Assemblée nationale entre la NUPES et le RN qui, en aucun cas, enfin en tout cas de la part de la NUPES, ne voudrait, si tant est qu'ils d'ailleurs ils aient à vouloir des voix, en tout cas du RN, dans un but de faire tomber ce gouvernement. Sandrine Rousseau, par exemple, a dit que jamais, eh bien, elle ne pourra envisager que les voix de la NUPES soient associées à un mouvement qualifié, selon elle, de fasciste, et elle parlait du Rassemblement national. Vous considérez, alors, deux questions. Le RN, c'est un mouvement fasciste, comme l'indique Sandrine Rousseau, c'est la première question. Et deuxième question, est-ce que sur des questions fondamentales, comme celle de la réforme des retraites, est-ce que la NUPES se trompe en disant de telles choses? Moi, je donnerais trois réponses. Le Rassemblement national a été un mouvement fascisant, de façon assumée, hein, les proximités de Jean-Marie Le Pen avec en fait, le Rassemblement national s'était fondé sur... alors c'est peut-être là où il y a un problème de dialectique, c'est-à-dire c'était plus fondé sur le nœud de l'électorat du Front National et de la proposition politique du Rassemblement national, c'était la guerre d'Algérie. C'est le traumatisme de la guerre d'Algérie et une position politique qui était aux antipodes de celle qui avait été adoptée par la Ve République. Donc c'est en ça que le Rassemblement national a construit sa position de parti anti-système. Anti-système, pourquoi? Parce que anti-Ve République, fondamentalement, parce que pro-Algérie française, et ainsi de suite. Il y avait une continuité relative entre une partie des forces favorables à Vichy et celles qui étaient favorables à l'Algérie française,
Elle était plus ou moins forte, avec des accointances, notamment avec d'anciens collaborationnistes, etc. Mais c'était déjà secondaire par rapport à ce nœud central. Et aujourd'hui, on est sur un ressac de ces éléments qui ne sont plus du tout aussi structurants à l'échelle de la société qu'ils l'étaient pendant ces décennies. Et donc on a le Rassemblement national qui adopte une position d'institutionnalité. C'est Marine Le Pen qui, au moment des Gilets jaunes, se voit offrir le 20h de TF1 et a un regard caméra où elle appelle au calme au peuple français, tout en donnant des gages sur toute une série de questions dans l'antisémitisme, et sur l'Union européenne, sur l'appartenance à l'Union européenne. Donc on a en fait un parti qui aujourd'hui veut prendre la place de la droite classique de gouvernement. Donc ça c'est le premier point. Moi je pense qu'il y a un effet de concurrence avec la NUPES qui fait qu'on a intérêt d'un côté ou de l'autre à s'envoyer des noms d'oiseaux. Parce que si la NUPES, le RN et une partie des Républicains décidaient de s'unir, ils peuvent faire tomber le gouvernement. C'est acquis entre ces deux forces politiques se considèrent comme l'avenir institutionnel de la France. C'est à qui des deux va réussir à récupérer le pouvoir après Macron. On a bien compris que ce ne serait pas les Républicains. Enfin, en tout cas, c'est mal parti pour eux. Ce serait pas. Ce sera peut-être Édouard Philippe. D'ailleurs, j'ai découvert cette semaine sur Twitter, au hasard justement d'un tweet, que vous aviez fait un débat avec Michel Onfray sur Édouard Philippe, et d'ailleurs, qui m'avait beaucoup... cette petite séquence m'a marqué. Vous n'avez pas manqué d'être critique à l'égard d'Édouard Philippe. Vous pensez qu'il pourrait succéder à Emmanuel Macron, Édouard Philippe? Écoutez, il s'organise pour en ce moment. Ça aussi, j'ai des informations qui montrent qu'il cherche à recruter, à organiser une équipe pour... mais c'est des gens qui surestiment... Vous avez des informations là-dessus? Ah oui, c'est en cours. C'est en cours. Il y a une vraie structuration en cours aujourd'hui, avec vraiment la tentative de constitution d'une équipe pour les élections présidentielles. Mais vous voyez, moi, ces jeux partisans, j'en reviens à cette question. Non, mais donc ce macronisme, finalement, il va pouvoir, sous un autre visage, se prolonger. Philippe était plus dur que Macron. Hein. Enfin, c'est lui qui était à l'origine, d'ailleurs, du raidissement initial. Emmanuel Macron, c'est un bourgeois de province, tel que Zola et Balzac les décrivaient dans leurs romans du 19e. Quoi. Vraiment quelqu'un qui a une sorte de mépris naturel pour la populace, qui, du coup, n'arrête pas de le faire ressortir. Et en fait, ça braque. Mais fondamentalement, c'est comme le bon roi à l'époque où la royauté était déliquescente dans notre pays. C'est quelqu'un qui est juste complètement déconnecté, qui est très satisfait de lui-même, très fat, et qui a une indifférence assez marquée pour les autres. Édouard Philippe, c'est quelqu'un qui est idéologiquement dur. C'est-à-dire quelqu'un qui est vraiment pour la défense des intérêts, d'un certain nombre d'intérêts du petit Paris et de la classe dominante, avec ce rapport à la privatisation, ce rapport... Vous voyez, et donc en fait, leur combinaison parfaite, entre guillemets, a provoqué la catastrophe du premier quinquennat. Lors de cet entretien avec Michel Onfray, il avait été directeur du lobbying d'Areva, c'est ça? Oui, au moment du scandale de l'affaire Uramine, avec les 15 millions qui étaient partis chez Balkany, et surtout les 4 milliards d'euros qui ont disparu des poches des Français, ce qui a provoqué la catastrophe d'EDF, qui nous a amené aujourd'hui à la panique qu'on a connue des années plus tard, du fait du sous-investissement que ça a provoqué, notamment dans les infrastructures électriques. Donc, on est sur une situation où on a des gens qui ont participé au pillage de ce pays, en partie aveuglement et en partie par intérêt, et qui aujourd'hui essaient de perpétuer ce système. Très bien. Et on a de l'autre côté ces forces partisanes au sein de l'Assemblée qui, nolens volens, en fait, essayent tout simplement de mettre en scène leur capacité à s'opposer et qui donc vont créer des conflictualités, des pinaillages. Mais cette motion référendaire, on s'en fiche complètement. En fait, c'est de la poudre de perlimpinpin, comme le dirait l'autre, parce que tout simplement, il faudrait qu'elle soit adoptée par le Sénat également, et qu'ensuite le président décide de l'adopter. Donc, on sait très bien que ça... Donc c'est juste, en fait, c'est des effets d'affichage. C'est pour ça que j'allais vous dire, quelque part, il faut comprendre pourquoi est-ce qu'il y a ce jeu dialectique entre les deux. C'est à qui va incarner, mais c'est des purs effets d'incarnation, et pas de lutte réelle, et pas de capacité réelle. C'est le problème, pour moi, la limite de la NUPES, c'est... Est-ce que vous vous situez où aujourd'hui? On a un peu du mal, pardon. Moi, j'étais... Juan Branco, vous étiez de gauche. On a l'impression que vous, avec les critiques que vous émettez sur Ruffin, on peut pas penser que vous soyez en grand amour avec la NUPES ou avec la LFI. Si. Moi, je suis pas pour une gauche de la supplique. Vous voyez, c'est quelque chose qui me semble assez détestable. Jean-Luc Mélenchon. Moi, Jean-Luc Mélenchon, j'ai été son avocat. Il a ses limites. Il a ses limites. Tiens, parlez-moi de lui un instant, parce que vous l'avez connu de près. Moi, c'est quelqu'un qui... Moi, j'admire les gens Jean-Luc Mélenchon, c'est quelqu'un qui a bénéficié de 1000 façons du système, qui a été élu très jeune sénateur, ministre, vraiment très institutionnalisé, de la Mitterrandie quand même. Voilà, et qui encore aujourd'hui a une fascination qui me semble déplacée pour Mitterrand et ainsi de suite. Il a des positionnements idéologiques avec lesquels je suis souvent en contradiction sur un certain nombre de sujets, mais il a cette valeur extraordinaire et que je respecte. C'est quelqu'un qui n'a jamais cessé de travailler.
Et c'est pour ça, en fait, que ça marchait bien à chaque élection présidentielle, avec les limites du personnage, idéologique et compagnie. C'est que, en fait, il a une capacité à se réinventer. C'est marrant, celui qui a jamais cessé de travailler, qui s'oppose autant à cette réforme de la retraite. Oui, mais il n'a jamais travaillé. C'est-à-dire qu'en fait, il avait tout le confort pour. Mais justement, de ce privilège, il a tenté de faire quelque chose. Vous voyez, et ça, c'est une différence fondamentale avec les petits suffisants là qu'on a pour ministres, qui sont en fait des gens qui sont installés, qui ont une indifférence complète à la chose intellectuelle, à la parole. On peut avoir toutes les divergences du monde avec Jean-Luc Mélenchon. On respecte son rapport, à mon sens, à la parole, au langage. Vous voyez, cette forme de, cette capacité. D'ailleurs, comme Jean-Marie Le Pen, une éloquence, moi, beaucoup de gens ont reconnu donc cette chose-là, que les deux plus grands tribuns des 15-20 dernières années, c'était Mélenchon et Le Pen. Il surnage, et en plus, il fait un travail de réinvention idéologique régulier. Alors parfois on est d'accord, parfois on n'est pas d'accord. Et cette force-là me semble à 1000 kilomètres des personnes qui aujourd'hui cherchent à prendre sa place. Donc, vous voyez, moi quand je vois des gens comme ceux qu'on a cités, j'ai presque une forme. Je n'en ai jamais en vrai, mais je pourrais avoir une forme de mépris pour eux en disant vous n'êtes pas à la hauteur de ce que vous tentez de faire. Vous essayez de déboulonner la statue du commandeur, montez un peu en niveau, montez en gamme et montrez-vous à la hauteur de ce rapport au verbe, de ce rapport à la parole. Et après, on pourra discuter idéologiquement des orientations, des questions stratégiques et tactiques et ainsi de suite. Où est-ce que je suis idéologiquement? Désintéressé finalement, enfin j'analyse et on en parle parce que vous me parlez de ces questions partisanes. Non, je suis... je vais vous dire quelque chose qui vous fera peut-être rire. Je crois fondamentalement, d'un point de vue non romantique, mais presque technique, à la nécessité révolutionnaire aujourd'hui. J'ai été avec le peuple français au moment des Gilets jaunes. J'étais à leur côté, je me suis engagé à leur côté. Au début, on regardait ça avec un peu de suspicion, on se demandait mais est-ce que c'est sincère et pas. Aujourd'hui encore, je suis en train de défendre Christophe Détinger sur sa cagnotte, 3 ans après. On continue à se battre avec des gens qui sont en difficulté et on les lâche pas. Et je les accueille, j'en suis très heureux comme ça parce que ça me permet de rendre utile cette habitude du pouvoir que j'ai eue dans mes plus jeunes années. Et ma fonction aujourd'hui, elle est celle-là, et d'essayer d'apporter au maximum, en toute transparence et avec honnêteté, sans participer à des jeux de pouvoir, d'offuscation, de masques, etc., d'apporter à ceux qui nous écoutent des clés qui vont leur permettre de se resouverainiser, de comprendre le fonctionnement de l'existant et de devenir des acteurs politiques, en fait. Je parle des citoyens, hein, je parle vraiment de la capacité à rendre du pouvoir à ces individus. Et pour refaire le lien avec la séquence donc Covid-19, qui nous renvoie aussi à cette question, justement, vous le disiez, de ce peuple français, comment vous expliquez cette apathie face à toutes ces mesures qui ont été prises? Là encore, ça rejoint la question de tout à l'heure, c'est la peur? Mais je vous promets qu'il n'y a pas d'apathie. Je suis submergé de demandes de gens qui sont poursuivis, voire pour certains persécutés au quotidien à cause de leur action de résistance dans ce pays. Soignants suspendus. C'est juste qu'elles sont médiatiquement invisibilisées. Oui, ils sont des pas pompiers, personne. Des finalement, pompiers en Guadeloupe, je défends des pompiers qui ont un contrôle judiciaire qui leur interdit d'être pompiers parce qu'ils ont participé à des barrages pendant les révoltes de fin 2021. Ça fait plus d'1 an. Je veux dire, on est sur une situation... sur les soignants suspendus, finalement, oui, c'est la même chose. Enfin, c'est la même mais situation. Personne, finalement, descend dans la rue pour les soutenir. Mais parce que lorsque on se mobilisait pour Assange, lorsque c'était mon dossier principal, on avait réussi à affréter des bus de gilets jaunes qui allaient le voir à Londres. Et je me souviens très bien d'un ami j'ai déjà raconté cette anecdote, qui m'a dit, mais j'ai fait une crise d'angoisse énorme en fait, parce que je me suis rendu compte d'à quel point je n'avais aucun pouvoir. On s'est retrouvé à 200 face au tribunal, entouré de policiers, et on se sentait seul au monde. Et je trouve que c'est une expérience qui est intéressante et importante d'avoir pour se rendre compte en fait de l'impuissance que l'on a en fait en tant que citoyen. On nous fait croire par des dispositifs de massification, mais fondamentalement, soit on s'inscrit dans un courant déjà existant, soit on a un pouvoir qui est strictement marginal. Et d'autre part, pour comprendre à quel point des moments de coagulation des luttes comme ceux des Gilets jaunes sont précieux. Parce que tout d'un coup, en fait, ils reconstituent des fronts qui jusqu'ici étaient épars, de souffrances qui étaient séparées, et ils permettent de rompre ces rapports de solitude et de créer une force qui va tout, qui va tout basculer. Et moi, je crois en la nécessité de se préparer à cette prochaine bascule. C'est-à-dire la prochaine fois qu'il y aura un mouvement de cet ordre-là social, il faut qu'on soit capable de provoquer cette bascule, et c'est le sens de ce texte qui sort fin mars, c'est-à-dire des outils pratiques pour produire cette révolution. Et c'est un risque très important que je prends en le faisant, mais qui me semble être nécessaire, parce que, encore une fois, quand on s'est retrouvé à 100 mètres de l'Élysée, on l'a pas fait parce que... Vous allez leur faire peur, ou en tout cas leur donner envie de vous surveiller de près, quoi. Oui, mais c'est déjà le cas, et pour
j'ai beaucoup lu la littérature révolutionnaire de tous bords ces dernières années, de Malaparte sur les techniques de coup d'État à celle des bolcheviks, par exemple, pour comprendre en termes de moyens, vous voyez, ce qui était nécessaire de mobiliser ou pas. Et Victor Serge a cette parole extraordinaire qui dit, écoutez, des hommes tombent, mais l'idée reste. C'est pas important, enfin c'est important en termes de transmission d'expérience, mais dès le moment que j'ai eu l'opportunité de transmettre ce savoir, ces connaissances que j'ai pu avoir, cette forme d'intelligence que j'ai pu mettre en œuvre, à d'autres de prendre le relais. C'est pas, si on croit en ce qu'on fait, on est très heureux d'avoir. Moi, j'ai ce privilège extraordinaire en vous parlant, en parlant à d'autres personnes, de pouvoir m'adresser à beaucoup. Et j'ai toujours eu conscience d'à quel point il fallait. C'était un privilège et il fallait le mériter. Vous voyez à quel point il fallait pas en jouer, il fallait pas l'instrumentaliser. Et pour moi, ça me suffit d'avoir eu cette chance. Jusqu'à quel moment elle perdurera, on verra. Mais l'important, c'est d'avoir pu, à un moment donné, c'est vraiment. Enfin, vous avez déjà eu peur pour votre vie, par exemple? Allons jusque-là. Très ponctuellement. Enfin, la peur, même la peur en général. Peut-être en défendant Julien Nassar, mais non, c'est arrivé plutôt quand j'ai dénoncé l'implication de Xavier Niel dans une affaire qu'il connaît, puisqu'il a liké les posts que j'ai fait sur ce sujet, parce qu'il y avait eu plusieurs milliers de partages et que. C'était sur quoi? Malgré l'omerta, une femme, Claudia Tavares, qui a écrit un livre, donc j'invite tout le monde à le lire et ils comprendront sur l'époque du Mittel Rose et l'exploitation de femmes qui étaient en difficulté, qui étaient des prostituées, ainsi de suite, et la façon dont ils se comportaient avec eux. Et donc il y a eu à ce moment et à quelques autres des moments où j'ai compris que je touchais à des points où... Là, vous savez que vous prenez le risque d'être attaqué à tout en diffamation. Non, là c'est pas en diffamation, là c'est beaucoup plus sérieux. Évidemment qu'ils ne prendraient pas le risque d'un procès en diffamation sur ces sujets. Évidemment. Et donc, parce que vous estimez avoir des preuves de ce que vous annoncez? Je n'estime pas, je les ai. Et donc à partir de là, on a une situation où la survie d'une position sociale gagnée à coup de bien des sacrifices et des violences est en jeu. Et dans ces circonstances-là, ces gens sont prêts à tout. Et donc il y a eu des situations comme ça où en effet on comprend qu'on est dans une zone où tout peut arriver. Et là, vous avez eu peur, donc c'était assez et donc à deux reprises, à raison d'ailleurs, parce que des choses sont concrétisées quasiment dans la foulée. Il y a eu cette histoire que je raconte quand même, qui est tellement irréelle, mais d'une femme qui me susurre à 2h du matin dans mon lit qu'elle a été envoyée. Enfin, c'est des choses où... Là, j'ai pas peur, mais en fait, c'est tellement sidérant que vous n'avez pas peur. Enfin, vous dites, mais... vous essayez un peu de réajuster par rapport à... Mais quand il y a des gens qui tournent autour de chez vous et qui vous font savoir et que c'est pas vous qui avez peur, mais la personne avec qui vous êtes, qui commence à paniquer et compagnie, vous comprenez que les enjeux auxquels vous êtes confrontés sont sérieux. Après, moi, j'ai toujours trouvé appui en cette parole de quelqu'un de très grand, qui s'appelle Malcolm X, auquel je ne me compare évidemment pas du tout, hein, mais qui, en réponse à cette question sur la peur, disait « mais je suis déjà un homme mort. Pourquoi j'aurais peur ?» Et je pense que voilà, chacun à son échelle, on devrait trouver ce socle qui nous permet de ne pas trembler face aux tentatives d'intimidation ou de dévastation auxquelles on est confronté. Maintenant qu'on arrive au terme de cette émission, on va terminer par une petite séquence nouvelle, d'ailleurs que vous allez inaugurer par rapport à la dernière fois où vous étiez venu, en tout cas avec vous. C'est un questionnaire d'incorrectibilité, comme on pourrait l'appeler. Je vais vous demander de répondre assez brièvement, si vous pouvez, à ces petites questions. Elles sont toutes simples, hein, n'ayez pas peur. Tout d'abord, un mot pour vous décrire. Naïf, je pense. Ah, je crois que c'était moi ça. Ok. Votre modèle aussi. Des gens comme... Non, mais vous pouvez décliner un peu. Des gens comme Malcolm X, des gens qui ont mis en jeu leur vie pour la lutte, quelque chose. Je reçois prochainement Kémy Séba, je crois que vous étiez... je suis son avocat. Enfin, oui. Enfin, en tout cas, je représente sur un certain nombre d'affaires on est à l'opposé de votre univers, pardon, mais... c'est des gens qui se mettent en jeu, en fait, et ça, je le respecte. Quel que soit... D'ailleurs, on en arrive à être l'avocat de Kémy Séba. Peut-être qu'il vous le racontera. Posez-lui la question. Je veux pas trahir. D'accord. Lui peut le faire, mais mais je pense que c'est des effets de... Ça serait intéressant que vous lui posiez la question. Qu'est-ce qui l'a amené à vous choisir? À me choisir, ouais. Je lui demanderai. Et vous avez un message à lui poser, c'est ça? C'est pourquoi tu m'as choisi? Ouais, ça serait intéressant, oui. Eh ben, je les lui poserai. Votre personnage historique favori? C'est traître comme question. C'est traître parce que
En fait, j'ai compris comment se construisaient les figures. Vous voyez, l'artifice de la reconstruction d'une image, donc les fables qui les entourent, la difficulté à déceler le vrai du faux, les intentions réelles et compagnie. Il y a beaucoup de personnes auxquelles je m'intéresse profondément. Je vais prendre 2 exemples complètement opposés, donc auxquels je m'intéresse, pas je m'identifie. Il y en a un qui est Gilles de Rais, qui est le plus grand criminel de son temps, comme on l'a décrit, un homme qui est accusé d'avoir tué 140 enfants après les avoir violés, etc. Complètement atroce, qui était un maréchal de France, un compagnon de Jeanne d'Arc, sous Charles VII, et qui, tout d'un coup, est devenu un monstre. Et alors, il y a un grand débat historiographique pour savoir s'il avait vraiment... et qui a été brûlé, alors que c'est un grand seigneur et compagnie. Un grand débat de savoir si c'est vrai ou pas. Est-ce qu'en fait c'était un règlement de compte politique et on a essayé de l'éliminer comme ça, ou est-ce qu'en effet c'était Barbe Bleue avant l'heure, parce que c'est le personnage qui a inspiré Barbe Bleue. Ça me fascine parce que 5 siècles après, il est difficile d'avoir une réponse. Et là on se dit, toute l'assurance qu'on peut avoir sur leur réalité, sur les représentations et compagnie, ça trouble quand même, quand on commence à se rendre compte qu'en fait, même des choses qui au départ pouvaient paraître évidentes, le sont beaucoup moins, et que peut-être qu'il y a eu des enjeux politiques qui avaient derrière cette affaire. Et de l'autre, par contre, je m'intéresse beaucoup évidemment à la France libre en général, donc évidemment à la construction de la résistance et des figures de l'époque, des communistes comme Colonel Fabien. C'est quand même incroyable, on a une pièce du Colonel Fabien, mais on oublie qui était le dit Fabien, qui était un gamin de 16 ans, je pense, qui a tué à bout portant un officier SS dans le métro, ce qui à l'époque avait fait scandale, y compris dans le milieu de la résistance. Mais ce qui a amené en fait la résistance à devenir un mouvement de lutte réel, où évidemment le général de Gaulle est ce qui l'a amené à devenir ce qu'il était. Je confesse que vous me l'apprenez. L'événement politique qui vous a le plus marqué au cours de votre vie? L'événement? Bon, là, je pense que ça va peut-être être les Gilets jaunes. En tant qu'acteur, oui. En tant qu'acteur, très clairement les Gilets jaunes, mais aussi ma rencontre avec Julian Assange, qui n'est pas un événement, évidemment, mais qui est un événement intime, qui m'a complètement changé, ça c'est une évidence. La date la plus importante pour vous de l'histoire de France? Il faut répondre brièvement. J'aimerais vous dire celle qui vient, mais pour toutes les raisons, c'est une banalité, évidemment 1789. Le plus grand livre français pour vous? Ça c'est une très belle question. Moi, j'hésite entre... C'est encore une fois, peut-être des lieux communs, mais entre Les Misérables et Voyage au bout de la nuit de Céline. Ouais, je pense que c'est... Il y a 2 pôles, là, vous voyez. D'un côté, le français populaire de Céline, cette rage, cette radicalité extraordinaire, et de l'autre, la puissance merveilleuse lyrique de Hugo et l'aspect social de gauche. Vous voyez, on a 2 idéologies de confluence qui semblent opposées, mais qui ont nourri la France de façon diverse. Ce qui ne veut évidemment pas dire que je considère Céline pour ses idées, au contraire, mais en tant qu'écrivain et qu'auteur, c'est quelque chose qui est extraordinaire et qui, à mon avis, ne sera jamais répété. La source d'information préférée de Juan Branco, votre média préféré? Je lis tout le temps. Alors ça, c'est obsessionnel. Y compris les médias qui vous sont à commencer par opposés. À commencer par ces médias, bien sûr. Je m'informe. Mais de la même façon que quand j'étais juste un garnement de gauche institutionnel, je lisais Le Figaro en permanence. C'est essentiel. C'est essentiel de se nourrir à l'ennemi, comme on dit. Quand je suis tombé amoureux d'une femme du Figaro, j'ai commencé à... Mais au départ... à ne plus en dire du mal. Ouais, mais le monde diplomatique, ça reste très intéressant pour 1000 raisons, même si vous n'êtes pas d'accord idéologiquement avec ce qu'ils font, je pense que c'est très important parce que c'est l'exemple pour moi d'une rédaction tenue, vous voyez, de gens qui sont exigeants, qui ont une ligne idéologique très claire, mais qui, dans cette ligne, font un effort sur eux-mêmes extraordinaire pour penser et pour réfléchir. Eh bien, ce sera le mot de la fin. En tout cas, merci beaucoup, Juan Branco, pour ces presque 2 heures d'entretien. C'est toujours un plaisir de vous recevoir. En tout cas, vous nous tiendrez au courant pour la sortie de ce nouveau livre. Ce sera, je pense que vous allez fin mars. Vous allez être au courant sans que j'ai besoin de vous en parler, à mon sens. Bon, en tout cas, merci beaucoup de nous avoir suivis jusqu'à maintenant. En tout cas, j'ai constaté qu'il n'y a jamais eu autant de bruit que lorsque on enregistre avec vous. Comme quoi, c'est le complot des chantiers. Signe. Merci beaucoup à vous tous de nous avoir suivis aussi longuement. On se retrouve bien sûr pour un nouveau numéro des Incorrectibles la semaine prochaine. Et d'ici là, je ne cesse de le répéter chaque semaine d'ailleurs. Surtout, restez incorrectibles. Bye bye.